beaucoup. Bonsoir, messieurs et dames, merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir, qui sera marqué par ces sujets. Nouvelle tarification des examens de scanner, d'IRM et d'actes d'hémodialyse. Le Conseil des ministres a entériné une baisse significative des tarifs. Quel impact, quel regard sur cette belle annonce cette semaine? Bibia Robert Sangari, ancien directeur général du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, est notre invité et avec lui on aura quelques éléments de réponse. Et puis manifestation de soutien à la transition à Tiébélé dans le centre-sud. Nous vous partagerons les images dans ce JDS, journal dimanche au soir. Nous reviendrons aussi à travers un plateau sur les sujets marquants de la semaine. Et enfin, sport, Brahma Traoré, le nouveau sélectionneur, fait sa liste des 25 étalons pour le match prochain. De grands absents, Bertrand Traoré, Hervé Kofi, Issifou Dayo, des éléments que nous allons analyser sur ce plateau avec Claude Ramba, chroniqueur sportif. C'est donc le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal dimanche au soir, qui va commencer par la partie santé. Nous le disions en titre, une belle nouvelle tombée bien cette semaine après le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui a entériné une baisse significative, nous le disions, des tarifs des examens de scanner, IRM et d'hémodialyse. Et la bonne nouvelle a été donnée dans le détail par le ministre de la Santé, Dr Kargougou, que je vous propose d'écouter un extrait et après on en changera sur ce plateau. Actuellement, le tarif moyen s'établit à 50 000 francs dans les hôpitaux publics. À partir de fin avril, désormais, la tarification va être de 25 000 francs CFA, soit une réduction de 50%, quelle que soit la localisation, quels que soient les coûts, quelle que soit la technique. Pour ce qui concerne les examens d'IRM, actuellement, le tarif moyen au niveau de nos hôpitaux publics s'établit à 100 000 francs. À partir de fin avril, cette tarification va s'établir à 40 000 francs, soit une réduction de 60%. Alors, pour ce qui concerne les actes d'hémodialyse, actuellement au Burkina, si vous voulez être impliqué, intégré dans la file active, pour bénéficier d'hémodialyse, vous devez payer une caution à vie de 500 000 francs CFA. Le Conseil a décidé de supprimer purement et simplement cette caution de 500 000 francs. Donc, dorénavant, à partir de fin avril, les patients en besoin d'hémodialyse n'auront plus à débourser un seul franc CFA pour être intégrés dans la file pour l'hémodialyse. Alors, lorsque vous êtes en dialyse, vous devez faire des séances hebdomadaires, en moyenne 3. Pour ceci, ça reste gratuit. Et lorsque vous faites une insuffisance rénale aiguë et que vous êtes en besoin de faire une hémodialyse aiguë, actuellement, la séance ressort autour de 15 000 francs. Le Conseil a décidé de ramener cette tarification à 2500 francs CFA, soit une baisse de 80% à partir de fin avril. Le ministre de la Santé que nous venons d'écouter, et nous allons rester dans ce sujet-là avec un invité. Il s'agit de Robert Sangaré. Il est ancien directeur général du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Il a été en tout cas de 2011 à 2017. Il est aussi un fin connaisseur de l'environnement de l'hémodialyse et des acteurs qui y sont. Il intervient aussi, il faut le préciser, toujours dans le monde de la santé avec sa structure de formation et d'aide à l'évacuation sanitaire de Zami. Bonsoir, M. Sangaré. Bonsoir, M. Vaya. C'est un plaisir de vous avoir ici
ici au JDS. Moi aussi. Et le sujet, il est très intéressant parce que je fais déjà remarquer aux téléspectateurs qui nous suivent que vous avez été de la bataille pour la réduction des coûts. Donc, c'est quelque chose qui vous parle déjà. Et on a cette annonce du ministre. Il dit maintenant, les scanners, c'est 25 000 francs, l'IRM, 40 000 francs, la caution de dialyse, 0 francs, puisque c'était quand même de 500 000, les séances de dialyse, 2500. Quand on regarde, on a des diminutions qui vont jusqu'à 60, 80% ou même carrément l'annulation de certains paiements. Vous qui avez géré un hôpital où on faisait de la dialyse, c'est quand même centre hospitalier universitaire Ouédraogo, c'est le plus grand qu'on a. Comment est-ce que vous appréciez ces mesures? Bien, merci M. Béa, et tous mes respects à l'endroit de vos téléspectateurs. Je voudrais vraiment, avant toute chose, solliciter votre autorisation et l'autorisation de M. le ministre de la Santé et de l'ensemble du gouvernement pour que je puisse quand même m'incliner devant la mémoire de certains acteurs majeurs, notamment de la lutte contre l'insuffisance rénale. Sur le plan médical, il m'est difficile d'oublier la lutte qu'a menée pendant longtemps le professeur Adama Lengani, qui n'est plus de ce monde, qui est décédé il y a quelques mois et qui a supporté le poids de cette maladie pendant des années parce qu'il était pratiquement l'unique néphrologue, le premier néphrologue spécialisé, si je puis m'exprimer ainsi, rejoint plus tard par l'actuel chef de service Gérard Koulibaly. Je pense que c'est un homme vraiment qui a beaucoup fait médicalement dans le domaine de la prise en charge de l'hémodialyse. Il m'est difficile aussi d'oublier et de ne pas rendre hommage à un autre grand homme qu'est M. Salambéré Emmanuel, ancien inspecteur général d'État, je crois, qui était magistrat, et qui, si j'ai pu m'exprimer, est en quelque sorte le père de la subvention spéciale dialyse. La première fois qu'il a été obtenu, on en reparlera si vous le voulez, mais je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage. Je veux rendre hommage aussi à l'ancien président de l'Abudir, M. Paré Draman, sergent de son État, qui a dirigé l'Abudir pendant tout le temps où j'étais à Yalagado. Et enfin, je vais saluer le dynamisme du professeur Albert Ouédraogo. C'est vrai que quand j'ai découvert qu'il avait ce problème, ça m'a un peu peiné, vu la valeur de l'individu, parce qu'une maladie est toujours handicapante parfois. J'étais un peu peiné, mais en même temps, quand il a pris la relève, je savais que c'est un baroudeur, c'est connu, qu'il allait vraiment bousculer les choses et qu'il allait lui aussi arracher vraiment des victoires dans ce domaine. Alors, comme vous l'avez si bien dit, pour apprécier à sa juste valeur ces mesures du gouvernement, il faut avoir été au cœur de l'activité de soins. Parce que malheureusement, à cause des questions de coûts élevés, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas pu faire face des frais de prise en charge. Or, en matière de santé, le temps, c'est de l'argent. Autant 5 minutes suffisent à sauver une vie, autant 5 minutes suffisent à perdre une vie. D'une manière générale, en tant qu'ancien DG du plus grand hôpital de ce pays pendant 6 ans, qui a partagé la détresse, les angoisses, l'agonie des malades, notamment de la dialyse. J'ai pu voir aussi, pour les examens, scanners notamment, où parfois, à cause de leur coût, des gens n'ont pas pu être pris en charge à temps. Parce que, en matière de scanographie, la plupart des malades relèvent de la traumatologie, orthopédie, parce que les accidentés, et malheureusement, comme les Burkinabés sont rentrés dans un incivisme, malheureusement, qui ne fait que s'accroître, le nombre d'accidentés ne fait que s'accroître. Et quand vous avez un accident, on ne sait pas qui c'est généralement les jeunes qui n'ont pas les moyens, vous arrivez à l'hôpital, le premier acte médical, on vous dit, bon, il faut payer le scanner. Ben, je ne connais pas beaucoup de Burkinabés qui peuvent avoir sur eux souvent la somme de 40 000, 50 000 francs pour chose. Donc tout ceci pour vous dire que pour apprécier, il faut être au cœur de l'activité de soins
pour apprécier ces décisions du gouvernement, de notre gouvernement, vraiment à sa juste valeur. Indépendamment de la question financière, je peux dire que les décisions du gouvernement, notamment au niveau de la dialyse, vont permettre de réduire un certain nombre de dommages collatéraux de cette maladie. Je vais parler par là. L'hémodialyse a détruit les foyers. Parce que lorsqu'un des conjoints a cette maladie, il y a eu parfois des préjugés et qui ont débouché. Vous avez suivi tout dernièrement chez vos collègues de Burkina Info le reportage sur ces femmes qui sont jusqu'à présent dans les couloirs de l'hôpital Yalagado. Parce qu'abandonnées et par le mari et par la famille. Parce que tout simplement, elles souffraient de l'insuffisance rénale. Bien sûr, il y a la question du coût. Mais deuxièmement, je ne peux que saluer et féliciter le gouvernement. Je ne peux que saluer mon ancien patron, le ministre Kargougou, qui était quand même secrétaire général du ministère et quand j'étais toujours DG de l'hôpital Yalagado. Je ne peux que saluer tout ce que le président de l'ABUDIR, certainement, comme je viens de le dire, certainement qui a fait beaucoup de démarches aussi, et saluer bien sûr le premier responsable du pays, le président de la transition et tout le gouvernement, qui ont été très sensibles. Et donc, je vous dis, si je vous explique toutes les implications de l'insuffisance rénale, tout le monde va comprendre qu'au-delà de la question financière, ces décisions vont réconcilier des familles, ces décisions vont détruire un certain nombre de préjugés, c'est vrai, etc. Et ça, c'est encore pour moi encore très très important que l'argent. Tout à l'heure, vous évoquiez, lorsque vous faisiez les remerciements, la question de la subvention. Là, on n'en parle pas très souvent, parce qu'il y a quand même une subvention concernant ce cas spécifique de la dialysée. En son temps, c'était géré comment? Non. Dans tous les pays du monde, il faut reconnaître qu'il y a des maladies en raison de leur complexité ou de leur coût qui ont toujours fait l'objet de mesures exceptionnelles de prise en charge par les gouvernements. Pour ne prendre que le cas de la dialyse, même en France, dont je connais le système, parce que nous avons collaboré beaucoup avec les hôpitaux français, même en France, dont je connais un peu l'organisation du système de santé, le citoyen ordinaire français ne peut pas faire face aux frais, aux charges de l'hémodialyse sans l'intervention de l'État. Il y a des pays qui ont décrété la gratuité depuis longtemps parce qu'effectivement, c'est impossible pour un individu. Avant notre arrivée, sauf erreur de ma part, la subvention était à 1,5 million et la fameuse caution. Et la séance à environ 73 000. Comme vient de le dire le ministre, il faut une moyenne de 3 séances par mois pour pouvoir récupérer et, j'allais dire, recharger le rein convenablement. Et chaque séance de dialyse, tenez-vous bien, va de 4 heures à 7 heures maximum. En deçà de ça, c'est ce qu'on appelle la sous-dialyse. Ça veut dire qu'en ce moment, je ne sais pas il y a combien de Burkinabés qui, à l'époque, pouvaient déposer 1,5 million pour commencer, pouvaient payer toutes les semaines 3 fois 73 000, sans oublier les autres médicaments au lentour, parce que malheureusement, l'insuffisance rénale s'accompagne aussi d'autres petites maladies à gauche à droite qu'il va falloir affronter. Donc, quand je suis arrivé, effectivement, j'ai trouvé, avec l'aide des ministres qui étaient en place, effectivement, avec l'aide de mon PCA, Bokar à l'époque, Kouyaté, il m'a expliqué un peu, c'est lui qui m'a même dit que vraiment l'artisan de cette subvention spéciale, c'est M. Salambéré Emmanuel. Et effectivement, pendant tout le temps qu'il était vivant, paix à son âme, même résident en France, il m'appelait toujours, avant de venir lui-même, il commandait un certain nombre de séances. Et puis, donc, la dialyse, la subvention, ça a été une bonne chose. La subvention de dialyse, nous, effectivement, quand on l'avait, c'était 1 milliard. C'est le professeur Lengani, et puis avec son équipe qui faisait l'état des besoins. Un générateur, ce sont ces appareils-là. Okay. Et vous avez les kits de dialyse, les consommages. Le problème de la dialyse, c'est qu'il coûte excessivement cher. L'attelage, par exemple, du générateur et du fauteuil de dialyse, ça varie entre 20 millions et 25 millions. Wow. Le kit de dialyse, suivant les marques, nous, à l'époque, je suis venu trouver, on était beaucoup sur la marque Fresenius, la marque allemande Fresenius, qui est le champion, jusqu'à tout dernièrement, en tout cas, des fabrications des équipements de dialyse, générateurs et tout. Le problème des trucs de dialyse, c'est que si vous avez
des équipements Fresenius, ça ne peut que marcher qu'avec les consommables Fresenius. Okay. Ou avec des consommables d'une autre société agréée par Fresenius, tels que Asahi, en dehors de ces deux-là. Et c'est ce qu'on appelle des marchés exclusifs. Ça veut dire c'est assez fermé quand même. Voilà, c'est fermé. C'est comme les laboratoires, les machines de laboratoire. C'est un peu comme ça. Donc, quand ça arrive comme ça, c'est les spécialistes, les professeurs organisés qui me font qui faisaient l'état des besoins. Et on commandait ça à travers le représentant de Fresenius en Afrique de l'Ouest qui était basé à Lomé. Aussi bien les générateurs que les autres accessoires, notamment les kits de dialyse, les consommables, un certain nombre de consommables de dialyse qui ne sont pas disponibles sur la place publique comme ça ou dans les pharmacies les nationales, etc. Et il se trouve que malheureusement, nous, nos commandes sont, aux yeux de Fresenius, par exemple, nos commandes, c'est des petites commandes. Parce qu'ils en reçoivent tellement de commandes à travers le monde, notamment les pays du Golfe arabique, où il semble qu'il y ait beaucoup d'insuffisants rénaux à cause d'un taux élevé de diabète, puisque le diabète est une des voies de transmission de l'insuffisance rénale. Parce que c'est des pays musulmans qui consomment beaucoup de sucreries, de coca-cola, de ceci. Donc, forcément, Donc, alors que là-bas, quand ils commandent, c'est des millions de... Donc, comme ils ont les moyens, ça ne se sent pas. Et mieux, comme ils sont riches, certains installent directement à domicile et le générateur et le fauteuil de dialyse et les commandes se consomment et se dialysent à domicile. Si on vous dit pas, la personne, vous ne pouvez pas savoir, il se dialyse la nuit pendant qu'il est couché, puis le matin, il est en pleine forme. Donc, c'est comme ça qu'on faisait. C'était un budget annexe à l'hôpital, au budget de l'hôpital Yalgado. Quand ça arrive, le professeur, l'équipe, les spécialistes, ils font leurs besoins. Je présente ça au conseil d'administration qui valide. Et dès que les résultats des travaux de délibération du conseil d'administration sont agréés par le ministre de la Santé et son homologue des Finances, en ce moment, on procède à la commande des différentes quantités. Mais comme je vous ai dit, malheureusement, la maladie a explosé pendant un certain temps, si bien que des fois, on se retrouvait dans des difficultés pour pouvoir répondre à la demande. Et du coup, à cause du coût, justement, et des équipements et des consommables, bon, ça s'est répercuté malheureusement sur les pauvres patients, dont beaucoup, effectivement, ne pouvaient pas faire face. Donc, vraiment, c'est à saluer cette décision. Et je crois que vraiment, même pour revenir en arrière un peu sur l'examen scanner, combien de malades ont quitté l'hôpital parfois? Parce que quand vous faites un accident, supposez tout de suite que quelqu'un fasse un accident, on l'amène, les sapeurs-pompiers viennent, ils le prennent, on l'amène à Yalgado, il arrive. Le premier acte obligatoirement, c'est un examen. C'est un examen, c'est ça. Alors, si vous lui dites, il faut aller faire le scanner à 40 000, il n'a pas. Bon, certains préfèrent se débiner la nuit tranquillement et puis disparaître. Les plus polis, on les fait signer une décharge et puis pas. Parce que vous ne pouvez pas soigner en orthopédie traumatologie, en chirurgie, en neurochirurgie, sans faire des examens de scanner et maintenant de l'IRM qui va beaucoup plus en profondeur. Justement, M. Sangari, je le disais, vous avez été, en tout cas, vous avez beaucoup milité pour la réduction des coûts. Tout à l'heure, vous le disiez, il y avait certains qui avaient aussi aidé à ça. Mais qu'est-ce qui a bloqué? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même une réduction drastique des coûts. Qu'est-ce qui a bloqué en son temps? Non, à proprement parler, ce n'est pas qu'il y a eu un blocage. C'est parce que les équipements et les consommateurs de dialyse sont excessivement chers que même avec une subvention de 1 milliard, c'était compliqué. D'autant plus que malheureusement, le nombre de malades d'insuffisance rénale ne faisait que croître. Avant, c'était considéré comme une maladie rare. Maintenant, il y en a beaucoup. Pourquoi? Et ça, peut-être vers la fin, on en parlera. À cause de nos modes de consommation et de vie sociale. Et des voies de transmission dans laquelle forcément, parce que c'est une maladie qui requiert une hygiène de vie pour éviter certaines choses, pour pouvoir l'éviter. Et malheureusement aujourd'hui, excusez-moi de dire, quand on va arriver peut-être là où j'ai des conseils à donner à notre jeunesse notamment, c'est d'éviter certaines choses, certains comportements, certains types de consommation qui peuvent conduire bien sûr au diabète et puis ou à l'hypertension artérielle élevée et qui vont nous conduire directement vers cette terrible maladie qu'est l'insuffisance rénale. Justement, on parle de réduction des coûts. Tout à l'heure, vous disiez, il y a la demande qui est forte.
au niveau mondial, et même la question de la machine va avec un secteur très fermé dans la commande, parce que c'est le domaine médical, on sait souvent comment ça fonctionne. Ils s'arrangent pour avoir quelquefois l'exclusivité dans même la fourniture. Mais quand on regarde cette réduction, est-ce qu'il ne faut pas avoir des craintes? À votre temps, comment la question de maintenance était gérée? Comment tout ça a été organisé derrière? Non, moi je fais la différence entre la volonté politique de l'autorité qu'est le gouvernement, qui lui a pris la bonne décision de dire je réduis pour les malades, je réduis le coût de la séance, c'est maintenant 2500. J'annule ce qui était vraiment un vrai obstacle. Et même, c'est comme si on me condamnait à mort, par exemple, au temps où la subvention était à 1,5 million. Vous connaissez combien de Burkinabés qui peuvent vous sortir? Vous arrivez à l'hôpital, on dit vous avez l'infirmière, il faut d'abord vous inscrire sur une liste avec 1,5 million avant de commencer les séances. Et maintenant, même à 500 000, vous connaissez combien de Burkinabés qui peuvent arriver? Et puis, donc, déjà, le gouvernement, maintenant, il y a la mise en œuvre. La mise en œuvre, pour moi, ça regarde. Et le ministère de la Santé et les managers des différentes structures hospitalières. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le problème de la dialyse, c'est que les équipements, les consommables, tout sont des marchés protégés. Maintenant, comment le gouvernement peut trouver ça? Dans certains pays, pour ne prendre que certains cas, il y a bien sûr le privé. Et je me réjouis de savoir qu'aujourd'hui, il y a une collaboration entre un privé national, qui est Sibiri Corporation, Lamine Ouedraogo, qui a commencé d'ailleurs ces démarches sous mon mandat, et qui collabore avec le gouvernement, ce qui a permis effectivement de multiplier le nombre de centres de dialyse, parce qu'avant c'était Yalgado seul. Donc aujourd'hui, j'écoute depuis la prise de décision, j'ai écouté beaucoup d'interventions sur les émissions interactives, dont votre émission chaque matin que j'écoute, le mois dit. Tout de suite avant de venir, j'écoutais Oulon, les journalistes Oulon, et puis à propos de ça. Non, moi je dis, le gouvernement lui a joué sa partition. Les autres aspects, c'est vrai qu'il faut des investissements au niveau des équipements. Mais qu'est-ce que certains gouvernements ont fait? C'est de collaborer avec effectivement le secteur privé. Par exemple, tel que l'a fait Sibiri Corporation, lui, c'est avec la marque Nipro qu'il a pu avoir cette représentation. C'est-à-dire il fait venir les appareils, c'est comme d'ailleurs au Bénin aussi. Donc, il fournit les consommables et tout. Et en contrepartie, on le paye tout ou partie sur la subvention dialyse et celui qui entre. Parce qu'en matière d'entretien, comme c'est des appareils protégés, nos biomédicaux ne peuvent pas intervenir au-delà d'un certain seuil de panne. Donc il faut que le représentant de la firme envoie des techniciens. Et qu'il puisse avoir téléphoné à la maison mère, par exemple, lorsque c'est des pannes sérieuses, pour qu'un technicien quitte, par exemple, c'est pas mal, l'Allemagne, si c'est Fresenius, ou bien la France, ou bien dans la sous-région où Fresenius est plus représenté et dispose de techniciens agréés, pour venir réparer les appareils. Donc, vous voyez, il y a tout un processus. Et quand on ajoute à ça, à notre temps, les histoires de réglementation des marchés publics, même dans l'hypothèse des marchés, que je dirais sur les exclusivités, mais il n'en demeure pas moins que la procédure est malgré tout longue, parce que vous devez demander l'autorisation, il faut attendre qu'on vous donne l'autorisation, etc. Donc, effectivement, le privé qui va venir, aujourd'hui il y a l'exemple de Sibiri Corporation qui fait l'essentiel. Maintenant, est-ce que lui seul, il peut faire face à une forte demande sur l'ensemble du pays? Moi, j'aurais souhaité, et peut-être des anticipes, qu'au moins ce ne serait-ce que l'ensemble des hôpitaux régionaux, des CHU qui sont en train d'être, des CHR, qui sont en voie de transformation d'ailleurs des CHU, qu'au moins dans un CHR, il puisse avoir un minimum pour la prise en charge des dialyses. Parce qu'avant, les gens sont obligés de quitter la province, arriver à Ouagadougou. Tu n'as pas de logement, tu ne peux pas loger. 2, on te sort le prix à payer, tu ne peux pas. Conséquence, les gens s'entassent dans les couloirs et puis ils ne peuvent pas faire face à la situation. Donc l'initiative est bonne. Maintenant, il y a des mesures d'accompagnement dont on peut trouver à l'image de certains pays. Je vous rappelle que nos voisins du Niger ont rendu la prise en charge gratuite
des séances de dialyse depuis longtemps, depuis que moi j'étais à Yalagado. Voilà, il y a d'autres pays. Et ça marche bien. Oui, ça marche. Il y a d'autres pays, effectivement, qui ont fait des conventions avec des privés. C'est comme au niveau des examens de laboratoire. Je sais que le ministère de la Santé a un partenariat avec une société qui vient placer les appareils, exploite, et puis ils s'entendent sur les modalités, mais c'est le patient qui gagne. Le gouvernement peut fixer les prix, mais c'est le patient qui gagne, et en argent, et surtout en temps. On comprend, ça veut dire qu'il faut d'abord même une volonté politique claire. Voilà. Et là, il vient de s'affirmer. Donc là, la volonté politique pour moi a été affirmée. On a dit, un examen de scanner, effectivement, où vous payez avant 50 000, aujourd'hui c'est 25 000, alors, parce que justement, avant, les examens scanners à ce prix ont été vraiment à l'origine, comme je viens de le dire, de la non-prise, parce que tu n'as pas l'argent. On te dit de payer 50 000 avant qu'on commence les soins. Beaucoup ne pouvaient pas. Il y a eu des cas où les responsables sont obligés de prendre des initiatives pour sauver des vies. Par exemple, lors des blessés de l'insurrection, lors des blessés des différents attentats, etc., etc. En concertation, bien sûr, avec la hiérarchie, dont d'ailleurs, dans certains cas où l'actuel ministre était secrétaire général du ministère. Parce qu'il y a des attentats, on ne va pas laisser les gens mourir. Voilà. Donc, je pense que là, c'est effectivement, ça résout beaucoup de problèmes. Et comme je l'ai dit, au-delà de la question de l'argent, pour moi, si je connais, ça fait beaucoup de dégâts dans les familles, des foyers disloqués. Parce que, comme je vous disais avant, je m'excuse de le dire, les Burkinabés souvent vont dans tous les sens sans chercher à s'informer. Il y en a qui attachent l'insuffisance rénale à l'activité sexuelle. Ça n'a rien à voir. Voilà. Justement, c'est pas ça même qu'on va terminer, parce que c'est bien d'être dans la médecine où on est dans le traitement direct, mais il y a aussi l'aspect préventif des choses. Exactement. Tout à l'heure vous disiez, et c'est peut-être pas ça qu'on va terminer, les petits conseils, parce que c'est très important. Pour ne pas avoir à gérer beaucoup de personnes des files d'attente, il faut commencer à éduquer les comportements. Oui, et que ce soit dans le domaine de l'insuffisance rénale, il faut que les gens retiennent qu'aujourd'hui, comme l'a dit un ancien ministre de la Santé, je crois que c'est Léné Sebou, chacun a d'abord son propre médecin avant d'être l'affaire du médecin personnel. Pourquoi ? Parce que la plupart des maladies que nous attrapons sont liées à nos modes de vie, à nos modes de consommation. Lorsque je sors tout de suite là, vous pouvez sortir, regardez devant les maquis. C'est les mêmes jeunes. Vous allez trouver la même personne qui boit bière, vin, whisky, boisson frélatée, et maintenant il y a des produits, c'est des aphrodisiaques, c'est quoi, tout est mélangé. Vous avez aujourd'hui des gens, même à un jeune âge, qui attrapent le diabète, qui peut conduire à plusieurs maladies, etc., etc. Donc, la sensibilisation, c'est que les gens doivent non seulement faire attention à un mode de vie, mais effectivement, un jour, pour schématiser, il y a un jeune médecin, je crois que c'est Cam, qui est à Charles de Gaulle, quoi. Il a fait une interview un jour, et il a dit qu'en matière de santé, il ne faut pas oublier de faire la visite technique. Et il y a un autre qui m'a dit un jour, M. Sangare, vous avez une voiture? J'ai dit oui. Est-ce que quand vous voulez de faire la vidange tous les 1000 km, vous oubliez? J'ai dit non. Et pourquoi vous n'oubliez pas de faire le vidange de votre voiture, mais vous oubliez de contrôler vos bilans. Et il me dit que le corps humain, ça marche comme ça. Parce que si tu ne fais pas chaque année un minimum de contrôle, forcément, quand ça va déglinguer, à ce moment-là, c'est à partir d'un seul élément que tout le corps. Et quand on arrive à l'hôpital, en ce moment, on se rend compte que les dégâts sont énormes. On s'en prend aux agents de santé. On dit que Yalagado est un mouroir. Et souvent, les gens arrivent quand c'est déjà trop tard. Parce que pour le moment, la science médicale n'a pas encore trouvé des médicaments contre la mort. Et au-delà d'un certain seuil, la science médicale ne peut rien. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous devons avoir le réflexe de certains contrôles. Et il y a des organes tels que le cœur, les poumons, le rein, et qu'il faut vraiment surveiller comme du lait sur le feu. Et ça demande combien? Aller faire la simple créatinémie, c'est-à-dire l'examen par lequel on peut mesurer la santé de son rein un peu et prévenir éventuellement. Ça ne demande pas forcément grand-chose comme les gens le pensent. Vous allez dans les laboratoires ici, d'analyse médicale, vous faites vos examens. Pour faire la glycémie, contre l'examen pour le diabète, ça demande quoi?
pas forcément quelque chose d'exorbitant comme les gens, mais les gens n'y passent pas, ou bien ils se sont mis déjà dans la tête que c'est cher, donc ils ne cherchent pas à comprendre. Mais il y a toutes les cliniques le font, tous les hôpitaux le font, allez-y et contrôlez. Une simple prise de sang vous permet de contrôler jusqu'à 10 paramètres si vous voulez. Et je pense que chacun de nous peut faire ce sacrifice. Il suffit tout simplement de diminuer le nombre de bouteilles de bière, de brochettes, de poulet, de porc au four, de je ne sais quoi, et puis vous vérifiez votre santé. En tout cas, il faut faire de la prévention en tout cas. Mais oui, exactement. On l'aura compris. Et on va dire que c'est une décision qui est courageuse, qui vient d'être prise. La balle est dans beaucoup de cas, dans la prévention, dans le comportement aussi des populations. Parce que quoi qu'on dise, on n'aura jamais les machines à l'appel. Parce que ça aussi c'est une réalité. Il y a un État qui fait ses efforts. Maintenant, ça aussi sera la dernière question. Il y a la décision politique. Mais vous avez géré un hôpital comme Yalgado. Quand on parle de réduction comme ça du jour au lendemain, il faudrait aussi que l'acteur qui est dans le soin de santé s'y mette. Et ça doit aller très vite. Oui, non, je voudrais saisir cette balle au bon. J'ai écouté beaucoup, les gens se sont acharnés contre nos médecins qui vont saboter les machines pour imaginer. Non, aucun médecin sérieux, digne de ce nom, qui a fait le serment d'Hippocrate, ne peut saboter pour ses intérêts personnels des équipements. Ce n'est pas possible. D'abord, même techniquement, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas biomédical. Non, je pense qu'il faut que notre opinion aussi fasse confiance quand même à nos médecins. Moi, j'ai géré l'hôpital Yalgado. J'ai vu que certains médecins avaient la possibilité d'aller monnayer leurs compétences à l'extérieur, mais ils sont restés par patriotisme. Donc, je pense que il faut aussi qu'on comprenne que le problème n'a pas à ce niveau. Le problème, comme je l'ai dit, comme vous l'avez si bien dit, dans toute décision, le gouvernement joue sa partition. Il a pris la bonne décision. Mais il faut que les citoyens aussi sachent que le succès de cette bonne décision-là dépend aussi de nous. Parce qu'il ne faut pas que les gens raisonnent. Ce qui va réduire le nombre d'insuffisants rénaux, qui va réduire la maladie, c'est nos bons comportements. Ce n'est pas ça. Et ça, on ne peut pas. Ce n'est pas ni le président ni le ministre de la Santé. C'est nous-mêmes. Ça, c'est de notre responsabilité. Donc, les responsabilités sont partagées. Le gouvernement a joué sa partition. Maintenant, il reste à nous, les citoyens. Parce qu'il faut pas, quand tu écoutes les gens, c'est comme si du jour au lendemain, on peut mettre des équipements partout. Sauf que ce n'est pas nous qui fabriquons les équipements. C'est l'extérieur. Et pour le moment, c'est eux qui sont déterminants et qui posent leurs conditions de collaboration ou d'acquisition. Donc déjà, il faut faire en sorte que la maladie, par nos comportements, recule plus tôt. Si. Voilà. Donc, deuxièmement, en suggestion, pour le moment, c'est Sibiri Corporation qui est le seul opérateur économie privée qui s'est investi. Feu Bérémoudou, communément appelé Chancho, avait commencé. Malheureusement, permettez-moi de plaisanter un peu. En Baume aussi, il a mis la charrue avant les bœufs parce qu'il avait acheté déjà des générateurs d'occasion, puisque je suis allé voir à Kosodo, où il a son étage, il avait fait venir, c'est pas un blanc. Et lui, il n'avait pas pris contact avec les médecins spécialistes à l'époque et tout ça, pour qu'on l'entoure des conseils. Et comme c'est le cas, par exemple, au Bénin, où il y a un privé qui a vraiment... J'ai même envoyé une mission aller voir l'exemple du Bénin à l'époque, de ce privé-là, qui a effectivement investi et qui a commencé la collaboration. Et je crois que c'est certainement ce Béninois-là qui a inspiré notre compatriote Lamine Ouedraogo, puisqu'il était consul là-bas. Moi, c'est là-bas, lui et moi, on s'est connus d'ailleurs depuis longtemps. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, je souhaite que d'autres opérateurs économiques investiguent. Et je demande même à Lamine, qui a l'expérience, de partager avec... bon, prenons par exemple Ouiguia. Bon, je sais qu'ils ont de grands opérateurs économiques là-bas qui peuvent avoir les moyens. Maintenant, par quel canal ils peuvent déboucher sur un partenaire avec un des équipementiers? Parce que les équipementiers, en matière d'équipement de dialyse, vous avez Fresenius, la firme allemande, et vous avez les différentes firmes japonaises
Telcom, enfin il y a Telcom, il y a Nipo, il y a Toshiba, etc. Et c'est les mêmes qui fabriquent aussi les consommables, les kits, etc. Donc, si vous prenez l'équipement de X, les consommables vont avec. Donc, c'est un peu ça qui fait que le gouvernement a pris la bonne décision. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que ça veut dire que le gouvernement subventionne tout ça là, c'est au prix d'une subvention. Parce que le gouvernement, forcément, va devoir équiper l'ensemble de nos hôpitaux. Si déjà l'action se poursuit et que, par exemple, dans chaque CHR, il y a déjà une unité de dialyse. L'autre aspect important que je voulais souligner... Ce sera le dernier d'ailleurs. Oui. C'est la disponibilité des spécialistes. Savez-vous que quand j'arrivais à Yalagaro, on avait à la limite les deux autres n'avaient pas fini leur spécialisation. C'est-à-dire le professeur Adama Lengani Père à son âme et le professeur Koulibaly. Et puis il y avait deux autres, Sanou, et puis Mme Kouane Lengani, qui est actuellement, je crois, à Bordeaux. Donc c'était eux. Or, il faut des néphrologues dans tous ces services. Maintenant, je sais qu'avec le programme de spécialisation, il me semble qu'on a atteint la dizaine, et qu'il y en a déjà à Bobo, il y en a à Bordeaux, à Tengandogo, etc. Donc, au niveau des ressources humaines spécialisées aussi, plus on étendra la chose, plus, effectivement, il faudra des ressources humaines, tant en ce qui concerne les médecins spécialistes que les autres agents, les infirmiers, etc., les attachés de santé en néphrologie. Je crois que cette formation a déjà été intégrée dans les formations à l'École nationale de santé. D'accord. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, Robert Sangaré. Je vous remercie aussi de l'honneur que vous m'avez fait d'apporter mon petit témoignage. Et une fois encore, je vais saluer vraiment cette décision du gouvernement qui, quoi qu'on dise, au-delà des difficultés, quelque chose qui peut apparaître dans la mise en œuvre de toute décision de ce genre, parce qu'en matière de santé, de toute façon, même dans n'importe quel domaine, dans la mise en œuvre, il y aura toujours des petites difficultés à gauche, à droite et autres. Mais pour moi, ça, c'est... Au moins, on a la décision politique. Voilà. Au moins, on a la décision. Le reste, c'est les acteurs. Le président a fait ce qu'il doit le faire. Lui, il a pris sa décision en tant qu'homme politique. Il appartient aux hommes de terrain de travailler à son application. Voilà. En tout cas, merci d'être passé. Voilà, que Dieu bénisse le Burkina. Amen. Voilà. Et je rappelle que vous êtes ancien directeur général du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Aujourd'hui, vous intervenez toujours dans le monde de la santé avec une structure de formation et d'aide aux évacuations sanitaires, 2 amis. On va nous poursuivre le JDS avec une autre rubrique, c'est celle politique. Et pour la partie politique, nous allons l'ouvrir avec un reportage. C'est une manifestation de soutien à la transition. Cela s'est fait à Thiébélé, dans le centre-sud. Des images que nous partageons avec notre reporter qui était sur place. Au moins 300 blessés en opération ont pris part à cette conférence sur l'amélioration de la prise en charge des blessés en opération et leur réinsertion socio-professionnelle. Au cours des 3 jours de réflexion, les participants ont passé en revue les différents tests en matière de lutte contre le terrorisme et ceux relatifs au traitement réservé aux blessés. Au cours des échanges, les participants ont reconnu les efforts consentis par le gouvernement à leur endroit, portant toujours sur les séquelles physiques pour certains et psychologiques pour d'autres. Les blessés en opération ont saisi l'occasion pour formuler quelques doléances et préoccupations liées à leur état. Nous demandons aux autorités de bien équiper cet hôpital et donner les moyens pour améliorer les conditions de la prise en charge des blessés. Enfin, au commandement, nous disons nos remerciements pour les différentes mesures prises en notre faveur. Mes camarades me chargent de vous rappeler de notre doléance concernant notre avancement. Les participants à cette conférence ont également eu droit à plusieurs communications sur la prise en charge psychique et psychologique des blessés en opération, les difficultés et les préoccupations des blessés et tous les aspects de leur soutien social, psychologique ont été minutieusement analysés, ce qui a permis aux participants de proposer cette piste de solution. Nous recommandons premièrement la création d'un service pluridisciplinaire de gestion des blessés en opération et de leur carrière dans chaque entité. Deuxièmement, la création d'une structure autonome
pour la prise en charge médicale en urgence des blessés et de leur évacuation sanitaire hors du pays si nécessaire. Troisièmement, la réactivation de la commission de réforme des forces armées nationales et sa mise en place dans les autres entités. Quatrièmement, la création d'un programme spécial de réinsertion professionnelle pour les volontaires pour la défense de la patrie, blessés en opération et ceux qui seront démobilisés. Cinquièmement, la mise en place de dispositifs et de stratégies de prise en charge psychologique, sociale et spirituelle dans chaque entité. Sixièmement, l'instauration d'une journée d'hommage aux blessés en opération. Et enfin, septièmement, l'adoption des textes spécifiques sur les blessés en opération. Cette conférence s'est tenue du 12 au 14 mars autour du thème « Prise en charge des blessés en opération, état des lieux et perspectives ». Outre les blessés, professionnels de la santé, experts, chercheurs, décideurs et administrateurs ont pris part à cette rencontre. L'objectif est d'améliorer la prise en charge et la réinsertion des blessés en opération. Toutes les excuses, sûrement que dans nos prochaines sessions d'information, vous aurez cette manifestation de soutien à Tébélé qui s'est tenue hier sous le regard de notre porteur qui est sûrement en train de travailler à boucler donc, le compte rendu. Ceci dit, on a le reportage qui nous met de plein pied dans l'un des sujets que nous allons aborder tout à l'heure. Et je suis sur ce plateau avec Mamadou Kabré, président du Plétlanaya. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je suis aussi avec Adama Amadé Sigiré, écrivain, coordinateur du RISA. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous avoir. C'est moi qui suis content d'être là. Avant de réagir à ce reportage-là, tout à l'heure, moi j'échangeais avec l'ancien directeur général de Yalgado, Ouedraogo, qui a passé quand même 6 ans, de 2011 à 2017. Il connaît bien la gestion de l'hôpital et les grandes décisions qui sont tombées récemment. Évidemment que ça parle. Vous les accueillez comment? Parce que c'est quand même des réductions qui vont jusqu'à 80%, l'annulation aussi de caution même qu'on déposait à un moment donné. C'est quand même un geste fort dans un moment où pour les uns et les autres, le Burkinabé, de façon générale, croupit quand même sous le poids on va dire, du niveau général des prix, d'une cherté des vies. Je vais commencer par vous, Mamadou Kabré. Bien, merci. Je voudrais saluer le DG qui est passé ici parce que j'ai suivi un peu sa gestion où il a eu à révolutionner quand même l'hôpital. Et en ce qui concerne cette question, voyez-vous, nous au niveau politique, il faut qu'on revoie les questions sociales qu'on ne doit pas monétariser. Le fait de dire qu'à l'hôpital, maintenant, tout acte est payant, c'est pas bon. Et au niveau de cette mesure-là, moi, je salue fortement la décision, dans la mesure où, si vous voyez, la question de la dialyse, là, c'est une question de choix. On sait que ceux qui souffrent de cette maladie, il faut aller vite et bien. Sinon, le pronostic vital est en jeu. Je ne sais pas comment on peut manquer d'appareils et ne pas pouvoir le faire en dehors de l'hôpital. On peut le faire dans n'importe quel circuit, puisqu'il y a des gens qui en ont chez eux. Et ensuite, demander une caution de 500 000. Donc, un hôpital... 1 500 au départ, hein, parce que là, il nous dit ça commence avec 1 500 000, après ça descend un peu. On ne comprend pas. Une structure publique, matériel de l'État, personnel de l'État, et on vous dit de payer une caution comme si c'est un fusil que vous voulez acheter ou bien c'est une entreprise de vente de carburant. Bon, quand même, c'est quand même très osé. Et là, la question de monétariser les soins de santé, il faut revoir dans quelle mesure on peut accepter certains actes, mais pour beaucoup d'actes, je pense qu'il faut aller vers la gratuité. Et donc, c'est un acte, c'est à saluer. Maintenant, faire en sorte que non seulement il n'y ait pas de sabotage au niveau du personnel qui sera chargé de cela, mais aussi qu'au niveau de ce qui va suivre, c'est-à-dire les consommables et le personnel qualifié pour pouvoir le faire, que ça soit là, parce qu'une fois qu'on dit que c'est ramené à la baisse et qu'il n'y a pas ailleurs, tout le monde va converger vers l'hôpital, il risque d'avoir un engorgement et ça risque de créer encore les mêmes problèmes parce que tu attends une semaine alors que vous faites 2 jours sans faire la dialyse, bon, ça crée des problèmes parce que le rein devrait être en train d'épurer, j'allais dire, les déchets pour permettre à l'organisme de fonctionner correctement. Et si c'est des déchets pendant 2 jours, 3 jours, bon, je ne sais pas ce que ça reste. Mais en tout cas, c'est à saluer et à encourager dans le suivi et ne pas faire ce qu'ils avaient pris comme une bonne décision avant et qui n'a pas été appliqué. C'est la question de réguler le temps de service
des médecins du public dans le privé. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu l'entrée en vigueur. Je pense que ça aussi, ça ne devrait pas souffrir d'application. Et justement, je reste avec vous parce que vous avez la casquette du politique sur la table. Il y a quelque chose que notre invité disait tout à l'heure, il y a le courage politique de la décision. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que souvent on dit, bon, quand on a une transition, c'est un moment, c'est une opportunité. Mais c'est quelle opportunité qui manque aussi aux politiques lorsqu'il sait que ce qu'il fait, c'est pour le bien du peuple? N'oublions pas que l'un des éléments qui a été l'un des points, en tout cas de félicitations, on l'a vu avec Présimètre et autres, Sourok Kaboré, c'était la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. On se rappelle la question des maternités et tout. Donc ça veut dire que c'est des éléments auxquels les populations tiennent. Donc si vous recherchez l'électorat, vous devez être logiquement vous êtes enclin sur ces questions-là, être le premier à dire bon, mais pourquoi ça coïncide? C'est maintenant un militaire même qui vient nous faire ça. Non, il faut noter que les politiques quand même ont pris des décisions concernant les soins de santé. Je sais que moi, mes enfants ont bénéficié du SONU, soins obstétricaux et néonataux d'urgence, le quitter à 11 000 francs. Moi, j'étais prêt pour autre chose, mais on a géré 11 000. Il y a des gens qui ont pris des décisions pour dire que jusqu'à 5 ans, il y a gratuité des soins. Il y a des décisions qui sont prises. Mais il n'y a pas lieu de jeter la pierre aux politiques qui sont issus de la démocratie. C'est plutôt le personnel qui y travaille là qui est le problème. Si moi je suis politique, je dis bon, écoutez, on va mettre ça à 1 500 000. Le médecin qui est là, qui voit mourir et qui n'a pas besoin qu'on arrondisse son 13e mois, il va dire non. Au regard de la réalité sociale, on ne peut pas mettre ça à 1 500 000. Donc, le politique, on peut dire, il n'a pas pris la décision, mais s'il n'a pas été inspiré par le praticien, il va être tout à fait difficile de prendre. C'est le même personnel qu'on a et pourtant, c'est maintenant, au sorti d'un conseil des ministres, qu'on a une annonce pareille. On a plein de conseils des ministres avant avec le même personnel de l'administration. Oui, mais justement, c'est ça que je vous ai dit, au niveau de la santé, si ceux qui sont dans les domaines clés, que ce soit en néphrologie, que ce soit en cardiologie, etc., ne décident pas qu'il faut appliquer ou bien il faut faire telle décision. Ce que je me rappelle, c'est qu'à un moment donné, on a voulu augmenter les frais de consultation. Ils ont fait un sitting, ils ont fait des manifestations pour aller. Mais ce n'est pas seulement au niveau de ces décisions-là qu'il faut voir. Moi, ma femme est sortie de l'hôpital en 2015. On nous prescrit un examen en cardio. C'était en mars, 31 mars. On nous dit de revenir le 15 mai. Moi, je suis allé en consultation, après avoir vu mes yeux au centre de cécité, je suis allé en dermato, c'était en novembre, on m'a dit que tout est plein jusqu'en fin janvier. C'est un service public. Mais si les gens ne décident pas de travailler, ils vous disent que non, c'est toujours l'ancien système colonial, où on disait aux gens, vous travaillez le matin, l'après-midi, vous allez de case en case pour sensibiliser les gens afin qu'ils laissent les thérapeutes pour venir vers les sessions de santé. Mais quelqu'un qui travaille, qui ne fait même pas les 8 heures par jour et qui se permet d'aller faire autre chose, vous allez pour une consultation, on vous donne un rendez-vous pour 3 mois. Mais si les gens eux-mêmes, ils freinent des cas de fer pour empêcher le politique d'agir, vous voyez souvent qu'il faut éviter de faire des conflits, de créer des poches de résistance. Il faut aller par étapes. Et donc, ça dépend des gens. Moi, si j'étais au pouvoir, ces jours-là n'auraient pas traîné parce que ça est dans notre programme. On a prévu un certain nombre de gratuités, on a prévu un certain nombre de choses. Leur responsabilité de n'avoir pas pris ça à leur temps, on ne marquera pas ça dans leur compteur. Mais le fait aussi que la chose persiste là, c'est qu'il y a des gens qui sont là-bas en train de pratiquer. J'ai dit que je salue le DG Robert qui est passé ici. Mais je me rappelle qu'il a dit qu'il n'est pas normal qu'au niveau de l'hôpital Yalagro, par exemple, le service de laboratoire là, fonctionne comme si c'était, je ne sais pas, dans un service de légalisation. À 9h, ils ont fermé. Pourquoi ? Et il a amené un certain nombre de choses. Un contrôleur ou c'est un inspecteur des services postaux qui vient, qui révolutionne à l'intérieur de la santé. Et ceux de la santé, là, sont comment? Ils sont où? Donc, tout ça, s'il y a des blocages parfois, il faut voir différents acteurs, au nombre desquels, bien sûr, les politiques, parce que c'est la tête, comme on dit, le serpent, c'est la tête, mais aussi ceux qui sont en train d'agir dans le domaine, qui ne prennent pas les décisions, qui ne conseillent pas le politique vers ces actions. Et si vous voulez aller, ils sont en train de faire des sittings, ils menacent de faire des grèves généralisées. Mais vous regardez, est-ce qu'il faut laisser les gens aller en grève pour que des centaines de personnes meurent? On voit comment on va contourner pour taper fort. D'accord.
Une réaction aussi à vous. Oui, merci beaucoup, M. Vaha. Moi, je voudrais d'abord rendre hommage à M. D.J. Shangari, qui était ici sur votre plateau, parce que c'est un homme, c'est un modèle, hein, surtout pour nous, la jeune génération. C'est un homme qui a mené un grand combat. Quand il était à l'hôpital Yalagodo Ouedraogo, nous avons tous vu ce qu'il a eu à faire. Et je crois que vous avez bien fait d'inviter ce monsieur-là, parce que d'abord, avant tout, c'est une victoire pour lui, parce que quand il était à la tête de l'hôpital, il a mené ce combat-là pour en tout cas que le coût de la dialyse soit vraiment réduit. Donc je voudrais lui rendre encore une fois de plus hommage et aussi appeler aussi la jeune génération à s'inspirer de cet homme-là pour pouvoir changer le Burkina Faso. Maintenant, pour revenir sur la question, moi je ne partage pas complètement l'avis de M. Cabré quand il parle de gratuité. Moi, la gratuité, c'est un mot que je n'aime pas, hein. Gratuité de l'éducation, gratuité de la santé. Moi, je n'aime pas ces mots-là parce que je trouve que c'est pas réaliste en fait. Moi, je suis réaliste, c'est pas réaliste. Comme vous le savez, moi je suis pas un communiste. Hein, il y a quelqu'un qui paye quelque part. Les communistes, voilà, les communistes, je suis pas un communiste et puis les communistes ne m'aiment pas, vous le savez très bien. Donc, voilà. Nous, on n'a pas d'a priori contre vous. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la décision du gouvernement de réduire le coût de la dialyse parce que c'était quand même excessif. 500 000 francs ou bien 1 million, voire 1 500 000. Je trouve que c'est trop. Je suis de ceux qui pensent que dans les services de l'État, dans les services publics, il faut revenir à ce qu'on appelle à des coûts sociaux. Et encore, ces coûts sociaux-là, je suis de ceux qui pensent que ça pourrait aussi être des coûts catégorisés. Voilà. Par exemple, au temps de Rock, la gratuité des soins, moi j'avais dit que non, gratuité des soins, c'est quelqu'un qui paye toujours. Gratuité de l'éducation, j'ai toujours dit que c'est du populisme, il n'y a pas de gratuité de l'éducation. C'est quelqu'un qui paye toujours. Moi qui suis assis devant vous, si je vais avec ma femme à l'hôpital Yalagodo Ouedraogo pour qu'elle accouche, si je dois payer quelque chose de 15 000 francs, on peut me faire payer 15 000 francs par rapport même à mon niveau social. Maintenant, si mon oncle qui est au village vient avec sa femme pour accoucher, 15 000 francs, c'est pour être cher. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que nous soyons réalistes. Gratuité, la gratuité n'a jamais fait le développement. Il faut que les hommes enlèvent ça dans leur esprit. Dans les services sociaux, je prône pour des coûts sociaux. Je prône pour des coûts réalistes. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Il faut réduire le coût de la dialyse pour que tous les Burkinabés qui sont malades puissent avoir accès à des soins de qualité et à des montants quand même raisonnables. Si moi, on me demande peut-être de payer quelque chose de 50 000 francs, c'est raisonnable. Mais si on me demande de payer 500 000, voire 1 million, le coût est exorbitant pour moi. Mais même les 50 000 francs encore, on pourrait encore tenir compte de la classe sociale. Peut-être pour mon oncle au village, trouverait encore que les 50 000 francs, c'est assez élevé. Donc, il nous faut peut-être une société construite sur ce qu'on appelle l'équité, ou bien pas l'équité, mais la justice sociale. C'est la justice sociale qui permettrait à tous les Burkinabés d'avoir accès à des soins de qualité. Et je pense que cette décision du gouvernement est une décision assez courageuse de revoir vraiment à la baisse le coût des dialyses et le coût de certains examens, surtout dans les centres de santé. Mais comme aussi, là je suis d'accord avec M. Cabré, c'est pour aussi dire qu'il ne suffit pas seulement pour le gouvernement de décider, il faudrait que les acteurs intervenant dans la chaîne médicale, dans la chaîne du système sanitaire aussi, tous ces acteurs-là interviennent, tous ces acteurs-là s'impliquent, parce que souvent, on a aussi l'impression qu'il y a des gens dans certains secteurs publics qui travaillent à saboter les efforts, ou bien qui ont un esprit tellement capitaliste que tout ce qui est social, ça les irrite, ils n'aiment pas. Donc, même quand souvent les gouvernants prennent des décisions qui relèvent du social, il y a des gens peut-être qui travaillent à ce que les choses soient faites. Bref, je crois que nous sommes dans un gouvernement de transition et le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, ils sont tellement décidés. Je pense que ce n'est pas seulement une simple mesure. On va prendre des mesures idoines pour que ces mesures-là soient appliquées dans les services de santé. En tout cas, mesures saluées par tous. Nous allons revenir sur le reportage que nous avons partagé tout à l'heure. C'était quand même plus de 500 personnes, 300 blessés en opération, entre autres, qui ont eu à prendre part à cette conférence sur l'amélioration de la prise en charge des blessés en opération. Ça a duré 72 heures. On a vu tout à l'heure la fermeture des travaux. Il y a eu plusieurs recommandations. Les blessés en opération qui ont souhaité, entre autres, l'instauration d'une journée pour leur rendre hommage, la réactivation de la commission de réforme des forces armées nationales et la mise en place dans les autres entités et l'adoption des textes spécifiques sur les blessés en opération. Il y a beaucoup d'autres propositions qui ont été faites, création d'un service pluridisciplinaire pour la gestion des blessés en opération dans chaque entité, la création d'une structure autonome pour la prise en charge médicale en urgence des blessés et leurs évacuations hors du pays, la mise en place d'un programme spécial de réinsertion professionnelle au profit des volontaires pour la défense de la patrie blessés lors des opérations et des mobilisés, et aussi il a été proposé aussi de revoir la question aussi des
je pense que c'est ceux qui ont été convoqués. Et il y a l'institution de dispositifs et stratégies de prise en charge psychologique, sociale et spirituelle dans chaque entité des forces et de défense, des forces de défense et de sécurité. Et le chef de l'État aussi qui a répondu aux préoccupations qui avaient été posées. Déjà, à premier regard, sur ce type de rencontre, on a remarqué que le chef de l'État, il est friand des échanges directs avec les personnes cibles. Là, c'est des blessés, ceux qui sont même en opération. Il aurait pu faire rencontrer par son ministre. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se faire. Il aura d'une façon ou d'une autre par ricochet à avoir les infos. Mais c'est un échange direct. Quel regard vous avez sur cette initiative? Je vais commencer par vous aussi, Mamadou Cabré. Merci bien. Je pense que ça me permet de rebondir sur la question. Vous voyez que ces blessés en opération vont être pris en charge. D'une manière ou d'une autre, on peut supposer qu'on s'attend à ce que, pour l'effort qu'ils ont fait pour la patrie, en tant que patriotes, là, que les soins soient supportés jusqu'à ce qu'ils retrouvent la santé. Donc il y aurait gratuité quelque part. Donc quand on parle de gratuité, souvent devant l'urgence, il est tout à fait difficile de s'arrêter là pour catégoriser parce que quelqu'un vient en costume 3 pièces ou bien quelqu'un vient avec une gandoura pour voir. Les questions de santé, chacun avec son idéologie, ce sont des questions, à mon avis, pour lesquelles il faut avoir un peuple sain qui va être travailleur et qui va pouvoir jouer sur le développement. Donc, rencontrer des gens de cette catégorie-là qui sont allés pour défendre la patrie et qui ont été blessés, je pense que c'est une bonne chose. On a échangé directement avec eux. Déjà, ils voient que c'est le premier responsable de l'État qui est avec eux. Donc, ils trouvent que c'est lui qui les a engagés. C'est une très bonne chose. Il est reconnaissant. Et les propositions qui ont été faites, je suppose que ça va aboutir dans la mesure où, si c'était un intermédiaire, avant que ça n'arrive au chef de l'État, on peut dire, bon, comme vous le savez, en matière de relations, il peut y avoir justement des éléments qui vont être oubliés ou des éléments qui vont être délaissés volontairement. Mais ici, il a fait en présence de ceux du terrain, la santé ou la défense, et il a noté ce qu'il a noté. Et donc, on peut supposer que les choses vont être concluantes. Donc, prendre des décisions de ce genre, c'est une très bonne chose. Il faut qu'on trouve toujours les moyens pour assurer la prise en charge des blessés en opération, mais aussi trouver les équipements pour minimiser un temps ça peut les blessés en opération. Si on a les casques lourds, on a les gilets pare-balles, on a aussi des équipements de détection de mines, parce que beaucoup sont sautés sur des mines et se sont tirés avec une jambe ou un bras qui est parti. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut ajouter. Mais en tout cas, le fait de rencontrer les blessés en opération et de discuter avec eux, peut-être que le temps n'a pas suffi, mais en tout cas, c'est déjà un pas et ça montre que tous ceux qui y vont, ils peuvent se donner à fond parce qu'ils savent qu'en retour, on va s'occuper d'eux pour les réinsérer dans la société. Parce qu'on a parlé de la réforme de l'armée, c'est quelque chose pour pouvoir mettre ceux qui sont blessés et qui ne peuvent plus tenir l'arme, de pouvoir être occupés à autre chose. Rappelez-vous que celui qui a fabriqué la Kalachnikov, c'est quelqu'un qui a été blessé lors de la Seconde Guerre mondiale et après les soins, il ne pouvait plus aller sur le théâtre des opérations. Il est resté à l'intérieur, il a réfléchi à une arme qui pourrait être une arme d'assaut. Et donc, il est arrivé à fabriquer l'arme d'assaut. Et voilà, il est arrivé, en tout cas, à faire rayonner ce fusil d'assaut-là qui est connu sur tous les continents. Donc, pouvoir s'occuper des blessés de guerre et ne pas les laisser simplement avec une assistance, mais pouvoir les réutiliser dans d'autres secteurs, je pense que c'est une bonne chose, surtout avec le chef de l'État qui pourrait écouter leurs doléances et maintenant qui va les mettre en application en donnant les instructions qu'il est droit. Oui, Monsieur Vaha, comme on le dit en français, hein, l'exception confirme la règle. Comme je dis, je n'ai pas dit que je suis contre la gratuité, j'ai dit que je suis contre la politique de la gratuité. Gratuité de l'éducation et gratuité de la santé, ça c'est une politique. Sinon l'exception confirme la règle et dans certaines situations, il va de soi que la gratuité soit admise. Mais qu'elle soit une politique, comme les politiciens voulaient nous le faire croire, là je suis contre parce que dans une société, c'est quelqu'un qui paie toujours. Maintenant, pour revenir à cette question, cette rencontre entre le président, le capitaine Ibrahim Traoré et puis les militaires, les blessés de guerre, c'est une très bonne initiative. C'est comme je l'ai dit souvent ici sur le plateau, le président, le capitaine Traoré est un homme pragmatique et pratique. C'est un homme qui veut toucher les réalités du terrain. Ce n'est pas un politicien qui veut seulement se contenter des rapports, de quoi vous savez que les militaires n'aiment pas trop lire. Hein. Voilà, c'est pas leur point fort, ils sont pragmatiques. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Il veut toucher les réalités du terrain. Voilà pourquoi il a essayé de
rencontrer ces blessés de guerre-là, pour d'abord leur témoigner toute la reconnaissance de la nation, parce qu'il faut reconnaître que ce sont des hommes et des hommes qui ont pris des hommes et des femmes, parce que parmi ces gens, certainement, il y a des femmes aussi, qui ont pris des grands risques, et ils ont pris ces grands risques-là, pourquoi? Pour l'amour de la nation, parce qu'ils aiment le Burkina Faso et parce qu'ils voudraient que le Burkina Faso, la guerre finisse au Burkina Faso. Donc c'est d'abord pour leur témoigner toute la considération de la nation, toute la considération des autorités de la transition, mais aussi voir dans quelle mesure le gouvernement pourrait vraiment prendre des mesures adéquates, des mesures idoines pour que ceux qui doivent subir peut-être des opérations au Burkina Faso ici, et si on peut le faire au Burkina, on le fera. Si se trouve qu'il y a des interventions chirurgicales qu'on ne peut pas le faire au Burkina Faso et qui nécessitent qu'on envoie certains blessés à l'extérieur du pays aussi, que le gouvernement puisse faire cela aussi dans la diligence. Donc, c'est une très belle initiative qui montre que les autorités sont assez regardantes envers ces questions-là et qui encouragent ces combattants-là parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour la nation. Donc, on ne peut que saluer cela. C'est encore une fois de plus la preuve que le président n'est pas seulement dans les discours comme d'autres personnes disent. C'est une politique qui se veut pratique et pragmatique. C'est un homme de terrain qui va rencontrer ces gens-là. Et dans ce cas spécial, dans ce cas spécifique, s'il se trouve qu'il y a des mesures de gratuité qui doivent être prises pour pouvoir les aider à avoir des blessés, pour pouvoir les aider à avoir des soins de façon adéquate, personne ne va s'opposer à cela. On ne va pas dire qu'on ne doit pas soigner gratuitement quelqu'un qui a été blessé en guerre. C'est que la personne a fait pour la nation. Et nous qui sommes ici sur le terrain, nous ne pouvons pas faire cela. Donc ici, ce n'est pas une politique populiste de gratuité, non. Ce sont des cas exceptionnels et qu'on veut traiter de façon exceptionnelle et c'est tout à fait normal et nous encourageons de telles initiatives. Donc c'est pour dire que dans l'ensemble, il faut des politiques réalistes, des politiques assez souveraines, pas pour eux seulement des annonces qui n'auront pas d'effet, mais des politiques assez souveraines qui vont permettre aux Burkinabés de se sentir fiers, mais aussi qui vont permettre à la nation de se tenir dans ce contexte de guerre-là et de pouvoir vaincre ce mal qui est le terrorisme. Merci de nous rejoindre quand même. Merci beaucoup. C'est la gratuité. Donc chaque politique a son sens. Non, parce qu'on ne peut pas la qualifier de populiste. Chacun peut trouver un angle pour dire je pense que c'est... Non, le débat... C'est dans quel contexte la gratuité? On va faudrait un jour nous inviter pour un débat politico-idéologique. Là, on va recadrer le petit frère. Non, on ne va pas trop étendre sur la question de la... On ne va pas trop étendre sur la question de la gratuité. Mais reconnaissez qu'à votre corps défendant, vous avez reconnu maintenant que la gratuité est possible dans un certain cas. Oui, effectivement. Voilà pourquoi on dit que l'exception confirme la règle. Voilà, sans exception, il n'y a pas de règle. Maintenant, une politique de gratuité de la santé, comme une politique de gratuité de l'éducation, on ne peut pas avoir une gratuité en santé partout, parce que par exemple, en matière d'esthétique, là, ceux qui veulent faire la chirurgie esthétique, mais on ne va pas dire qu'on va faire gratuité. Celui qui trouve que son nez ou ses oreilles là sont... Il faut savoir l'adapter, on le comprend. Il faut savoir l'adapter, on le comprend. Mais pour revenir justement à la rencontre, toujours, il y a, c'est vrai, tout à l'heure, la question du réemploi des personnes qui sont blessées, qui ne peuvent peut-être plus reprendre les armes ou combattre. Ça tombe sous le sens. Et lorsqu'ils sont blessés, qu'ils aient des plateaux qui soient adaptés à les recevoir, ça c'est des éléments aussi qui tombent sous le sens. Maintenant, il y a des petits éléments, par exemple, qui pour certains ont suscité un peu polémique. Lorsqu'ils parlent, par exemple, de la mise en place, il y a plutôt la question de l'instauration d'une journée pour leur rendre hommage. Il y en a qui disent, bon, ça fait maintenant beaucoup de journées qu'on est en train de créer, est-ce que ça ne va pas devenir un peu plus compliqué? Comment est-ce que vous le voyez? Non, instaurer une journée pour rendre hommage aux blessés de guerre, ce n'est pas une journée de trop. Ce n'est pas une journée de trop. De toute façon, je suis même d'abord de ceux qui pensent qu'après la fin de la guerre, il faudrait certainement une journée même pour célébrer même ceux qui sont tombés courant cette guerre-là, parce que ça a été une longue guerre. Ça dure maintenant 9 ans. On a perdu assez de militaires comme des civils. Pourquoi pas, à la fin de la guerre, instaurer une journée, peut-être pour rendre hommage en même temps et aux blessés, mais aussi à ceux qui sont tombés. Je pense que c'est Rousseau qui disait, je cite, il y a des métiers si nobles qu'on ne peut les faire pour de l'argent sans se montrer indigne de les faire. Tel est celui de l'homme en guerre, tel est celui de l'instituteur. Moi, j'ai dit à un de mes amis comme ça, homme détenu, j'ai dit, mais le métier de soldat que vous faites, le métier de gendarme, le métier de policier que vous faites, surtout dans ce contexte de guerre, il n'y a pas de métier plus noble que ces métiers-là, ça n'existe pas. Tenir une calache aujourd'hui en brousse pour
combattre les terroristes, on peut tomber sur le terrain, tout comme aussi on peut être blessé. Donc, quoi de plus normal que, vu même la gravité de ce combat-là, vu même les risques que ces hommes et ces femmes ont eu à prendre, et que malheureusement d'autres sont tombés, d'autres sont morts, d'autres aussi sont blessés, c'est tout à fait normal qu'il y ait une journée pour rendre hommage à ces gens-là. Pour moi, ce n'est pas une journée de trop. Peut-être ce que je pourrais proposer, on pourrait supprimer d'autres journées. Il y a des journées que vous avez à décréter comme des journées fériées qui, pour moi, aujourd'hui, ne valent pas la peine. Il faut aussi être réaliste. C'était nous en deux, peut-être, par exemple. Peut-être la journée du 3 janvier 66 pourrait être supprimée. Moi, je ne vois pas vraiment son importance dans notre contexte politique. Il faut être pragmatique. On pourrait supprimer peut-être la journée du 3 janvier 66 et puis remplacer par une journée qui va rendre hommage aux blessés de guerre. Il faut qu'on soit réaliste en lisant notre histoire-là. Ces hommes qui sont tombés méritent vraiment qu'il y ait une journée pour les rendre hommage parce que c'est un véritable combat que ces blessés-là ont fait pour pouvoir sauver la nation. Donc, partant de cela, ce ne serait pas une journée de trop. La question de la journée. Oui, en fait, quand il parle ainsi, je me demande souvent s'il prend la mesure de la chose. Le 3 janvier, à son sens, ça reste à sa place. Et je me rappelle que quand on était jeune, on passait derrière la cour du général Lamizana, il était en fonction. Et le 1er novembre, c'est la journée de l'armée, mais il y a une commémoration aux soldats inconnus. Donc ça peut coïncider avec cette journée du 1er novembre-là, et puis on la célèbre. Maintenant, moi, je n'ai pas une information qui me dit que la journée qui va être décidée, ce serait une journée chômée et payée. Donc si c'est chômé et payé, et que ça coïncide avec le 1er novembre, où est l'os? Si c'est une autre journée qu'on décide, où est le problème? Est-ce que la question de pouvoir décider d'une journée amène forcément, comme disent il aime citer les Français, je vais citer aussi un autre Français, est-ce qu'il y a lieu de déshabiller Pierre pour habiller Paul? Non, on peut garder les journées. Ce n'est pas parce qu'il y a 12 ou 15 journées qui sont chômées que le Burkina Faso ne progresse pas. Est-ce qu'en réalité même les gens sont à la tâche comme il se doit? Et encore qu'on parle actuellement de télétravail qui va être une réalité dans 10-15 ans. Donc je me dis, si on doit décider d'une journée, qu'elle soit chômée ou pas, ce n'est pas un problème, c'est la bienvenue. C'est pour rendre hommage à tout ceci. Mais je me dis que quand on va rendre hommage à ceux qui sont allés au front, ben on rendra hommage aussi à ceux qui ne sont pas allés au front, qui étaient aux secondes positions et qui ont défendu la question de la guerre. Tout le monde est allé au front, parce que vous contribuez d'une manière ou d'une autre. Le prix de la bière a augmenté, les 1% chez les fonctionnaires. Les risques ne sont pas pareils. Oui, mais écoutez, la division sociale du travail aussi est telle que, quand on va reconnaître le mérite là, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'au bout de 2-3 ans, on finit l'activité? Ça va être une activité qui est instituée jusqu'à peut-être 50 ou 100 ans après, les gens vont dire on ne voit plus l'importance, comme lui ne voit plus l'importance du 3 janvier 66. Mais au bout de 5-10 ans, on aura célébré tous les blessés, tous les morts. Et donc, on va penser maintenant à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient en seconde ligne. Donc, une journée, pour moi, elle n'a aucune... il n'y a aucune raison à penser qu'elle ne peut pas tenir ou penser il faut enlever telle journée pour remplacer par telle autre. Peut-être que s'il y a des journées qu'il faut supprimer, moi je vois plutôt la journée du dimanche. Je ne vois pas en quoi elle peut être fériée. La journée du dimanche. D'accord. Ça, c'est des perceptions. On va passer à un autre sujet. Oui. On va passer à un tout autre sujet parce que j'ai dit, c'est des sujets qui ont marqué quand même la semaine. Et cette semaine, on a tous vu aussi cette visite. Il y a le Premier ministre, le docteur Apollinaire Kilem de Tambila, qui a reçu, c'était le 12, mardi, une délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, à la sortie d'audience. Le docteur... Est-ce que mes notes sont bonnes? Dans tous les cas, ce qui est ressorti, c'est que non, c'était plutôt la SULC, si mes notes sont bonnes. Mais dans tous les cas, il est ressorti que la délocalisation des ateliers a coûté 3 milliards de francs CFA. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé la SULC. Et le Premier ministre avait promis aussi de se pencher sur cette question-là. Et il faut rappeler que, pour ceux qui ont aussi cette mémoire-là, le Premier ministre était revenu en son temps sur la même question de délocalisation, tous azimuts des activités dans l'administration publique. Et il avait même proposé une circulaire. Il avait fait une circulaire qui était adressée aux membres de son gouvernement, aux présidents d'institutions et aux présidents de délégations spéciales. Et il les invitait à prendre toutes les dispositions utiles pour rationaliser ces délocalisations. Donc ça devient une question qui est centrale. Et ça n'a pas commencé avec
évidemment, cette transition-là. Quand vous fouillez un peu, vous allez vous rappeler que c'était le cheval de bataille de certains premiers ministres, même Souro Kabouré quand on a souvenance. C'est comme si ça... Avec M. Tertus. Voilà, donc c'est un élément qui revient à chaque fois. On prend le problème du mauvais bout, c'est un problème concret, ou bien il faut mettre un peu de nuance aussi dans la façon d'approcher. C'est vrai qu'on dépense pour aller faire des ateliers, mais qu'est-ce que ça rapporte aussi ces rencontres hors de la capitale? Quel regard vous avez sur ce débat qui est en train d'être mené? Je vais commencer cette fois-ci par vous. Oui, merci beaucoup. Mais pour dire aussi au grand frère qu'il faudrait que les hommes se reposent un dimanche pour se reposer. Même Dieu, même en créant l'homme, je crois qu'il s'est reposé un jour. Hein. Donc, le repos est important. Voilà. Donc, maintenant, pour aborder cette question-là, il y a une réalité ici au Burkina Faso. Les ressources de l'État, d'abord, sont insuffisantes. Voilà. Et aussi, elles sont très mal gérées. Depuis le temps du CDP, en passant par Roch-Marc Christian Kaboré, nous avons vu comment les autorités politiques, les dirigeants ont dilapidé les ressources de l'État. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Les premiers ministres comme Tertus Zongo, que j'avais apprécié parce qu'il avait vraiment un courage, il voulait changer les choses. Il y a eu aussi au temps de Roch, avec le premier ministre Dabiré, il y a eu des volontés. Mais il y a eu des propos, mais ces propos n'ont pas été concrétisés parce que les hommes politiques, il me semble, ont peur de tout et de rien. Ils ne veulent pas se faire des ennemis. Voilà, ils ne veulent pas toucher à certaines personnes. Avec les hommes politiques, il y a des gens qui sont intouchables. Aujourd'hui, nous sommes avec la transition. Surtout, nous sommes aussi dans une période de guerre. Il faudrait vraiment que le gouvernement prenne son courage et qu'il affronte le taureau par les cornes. Il y a effectivement des activités au niveau de l'État, au niveau des services publics qui sont délocalisés hors de Ouagadougou, à Koudougou, à Kaya. Et c'est simplement juste pour avoir des perdièmes, pour avoir de l'argent. On ne peut pas se permettre d'organiser des ateliers hors de Ouagadougou pour donner en 3-4 jours, pour donner 150 000 francs, 200 000 francs à des gens pendant qu'il y a des Burkinabés qui meurent de faim. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ça pourrait faire mal, ça nous fait des ennemis certainement, mais on va arrêter tout cela. Et moi, vraiment, j'encourage l'État à rationaliser les dépenses de l'État. On n'irait nulle part si nous n'arrivons pas à rationaliser les dépenses de l'État. Quand vous regardez ce que l'État consomme, en matière de carburant, en matière d'indemnité, en matière de dépenses futiles et inutiles, c'est inacceptable. Même si le Burkina Faso n'était pas en guerre, c'est inacceptable. Parce que moi, je ne vais jamais tolérer qu'un fonctionnaire qui a 300 000 francs ou 400 000 francs à la fin du mois, qu'on passe tout son temps à faire des ateliers hors de Ouaga pour permettre à ce fonctionnaire d'avoir 100 000 francs ou 150 000 francs encore dans le mois. Non. Il faudrait qu'on soit sincère. Tous les Burkinabés ont de la dignité, tous les Burkinabés méritent de vivre. Tout ce qui a fait que nous sommes dans ce contexte de crise, tout ce qui a provoqué ce terrorisme, c'est ce que moi j'appelle l'injustice sociale. Il y a des Burkinabés qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Il y a des Burkinabés qui pensent qu'ils ont le monopole du budget de l'État. Personne n'a le monopole de l'argent de l'État. C'est l'argent du contribuable. Moi, j'invite encore les autorités, le capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement à taper du poing sur la table. Il faut qu'on le fasse. Il y a aussi quelque chose que les dépenses de l'État soient rationalisées à tous les niveaux. Oui, rationaliser, on est tous d'accord. C'est dire qu'il y a ceux qui sont à Ouagadougou qui disent qu'ils sont en mission alors qu'ils n'y sont pas. Il y a ces éléments-là. Mais il y a des missions aussi et des ateliers qui sont de l'ordre du concret, où c'est délocalisé et ça permet à certaines localités de prendre corps et langue avec son pouvoir central. Ça aussi, c'est une vérité. Oh. Je vais permettre. Vous avez eu un peu de regard. Disons à M. Sigiri, c'est bon la passion, mais après les syndicats ne rentrez pas dans le domaine de la politique parce qu'on est ensemble, vous risquez d'avoir gros sur le dos et les choses sont telles qu'il faut savoir raison garder. La question de tenir les ateliers, les conférences, les séminaires hors de Ouagadougou n'est pas une mauvaise chose. La preuve, le Premier ministre n'a pas dit qu'on supprimait, il a dit de rationaliser. Récemment, le 8 mars, le président était où? Il était à Tinkoro, c'est Ouagadougou. La SNC, dans un mois, c'est où? C'est à Boubou-Dioulasso. On a construit partout, à l'occasion du 11 décembre, des salles polyvalentes, des ci et des ça. On fait quoi avec? Et quand justement vous l'avez dit, lorsqu'on se déplace hors de Ouagadougou, les gens voient que des perdièmes, mais il y a des gens qui ont pris la route, qui ont fait des accidents, ils ne sont plus revenus. Donc ils ne vont pas pour les perdièmes forcément, ils vont pour une production intellectuelle. Mais comme tout travail mérite salaire, il va avoir son salaire, il va avoir justement le paiement qui est lié à ça. Donc, une prise en charge. Oui, qui est une prise en charge. Donc maintenant si on nous dit que par exemple,
On ne peut pas quitter Ouagadougou pour aller jusqu'à Dédougou tenir un atelier. C'est ceux de Dédougou, de Nouna, Solenzo ou Koudougou peut-être qui peuvent se réunir à Dédougou. Ça, on a rationalisé. Si on dit la question de la prise en charge, vous devez partir. On ne peut pas dire que chaque directeur va avec son véhicule, c'est du carburant. On va faire en sorte que ce soit covoiturage ou avec un car. Ça, c'est rationalisé. Mais à l'intérieur du Burkina, si on dit à Ouaga, ça reste à Ouaga. À Gawa, ça reste à Gawa. Ainsi de suite, ça reste à Gawa. Déjà que le tissu social n'est pas bien tissé, si vous le faites, vous allez davantage diviser les Burkinabés. Même depuis la Révolution, on a parlé de réduire l'écart entre la ville et la campagne. Ce n'est pas simplement de construire les locaux là-bas. C'est de faire en sorte aussi que ceux du pouvoir central, d'une manière ou d'une autre, puissent aller à l'intérieur des provinces. C'est ça qui fait le phénomène de reliance entre les gens de plusieurs localités. Mais si on dit non parce qu'on a une guerre, lui-même il a dit rationaliser, il n'a pas dit de supprimer, mais celui qui est là, comme on le dit, la chèvre broute là où elle est attachée. Si moi je suis de la santé et qu'on a des ateliers pour parler des maladies émergentes, pour parler des maladies tropicales négligées, pour parler de ci et de ça, et que je suis épidémiologiste, j'irai, mais là-bas aussi je vais manger. Mais si je ne suis pas là-dedans, mais qu'on ne dise pas autre chose. Maintenant, c'est les gens qui doivent aller. Ce sont des gens indiqués qui font rationalisation avec des covoiturages, qui ont une prise en charge conséquente, c'est une très bonne chose. Lui-même, il n'a pas demandé la suppression. S'il demande la suppression, ça veut dire que les ateliers de Ouaga restent avec ceux de Ouaga. Les activités à Bobo, c'est ceux qui sont à un périmètre de 50 ou 70 km de Bobo qui vont venir à l'atelier. Mais il y a des gens qui quittent Gawa, Diapara, qui vont jusqu'à Bobo pour tenir des rencontres ou bien pour participer à des activités. Donc la question de faire en sorte qu'il y ait un flux, un phénomène d'osmose entre les Burkinabés, c'est une très bonne chose. Maintenant, comment ça se fait et sur combien ça coûte, ça pèse sur le budget de l'État, c'est peut-être là qu'il faut voir. Mais la supprimer, je pense qu'on crée plus de problèmes qu'on en résout. Réaction. Oui, parce que là, il faut reconnaître que là, on a un autre argumentaire qui fait relativiser la chose. Ça veut dire qu'on peut rationaliser dans le sens de rendre plus stricte la gestion, de sorte à ce que la dépense aille vraiment là où elle doit être. Mais il faut reconnaître que la délocalisation n'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que ça aussi, c'est un principe qu'il faut entendre. Monsieur Vaha, est-ce que j'ai dit de supprimer? Non, je n'ai pas dit de supprimer. Moi, j'ai parlé de rationaliser. Je pense que nous nous rejoignons dans notre façon de voir les choses. Maintenant, on rationalise comment? C'est ça le problème. Comme il a dit, rationaliser, ça fait de telle sorte que la dépense soit de façon rationnelle, que les dépenses soient vraiment des dépenses strictes. Des dépenses nécessaires. Il y a des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Il y a par exemple des ateliers qui peuvent se tenir à Ouaga et qu'on délocalise peut-être à Koudougou. Je ne vais pas être contre de faire peut-être qu'un atelier que des gens qui quittent Révo pour venir à Koudougou pour tenir un atelier. Ou bien que des gens qui ne savent pas Nouna ou bien Thomas pour venir à Dédougou. Moi, je reprends des argumentaires qu'on a eu par exemple lors de nos émissions à appel direct parce que ça a aussi longuement débattu là-bas. Le mot a dit pour ne pas le rappeler. Il y en a qui disent, mais quand on fait la délocalisation, quelquefois même ça rend service à ceux qui participent à ces ateliers-là. C'est les enlever dans leur cocon pour qu'on ait vraiment une, comment dire cela, la matière grise qui soit assez concentrée pendant 2 jours sur des éléments précis pour lesquels ils sont venus. Et souvent, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait? Les séances de travail, elles se font hors de milieu qui ne soit pas celui-là qui soit perturbateur. C'est comme ça qu'on travaille par-dessus. Donc, ils se disent quelquefois ça peut participer à cela. Il ne faudrait pas voir forcément que ce soit mauvais, mais il y a aussi un autre problème, c'est que la réalité de nos administrations, c'est qu'on vient signer dans le bureau là, alors qu'on sait que lui, là même, il n'était pas là-bas. C'est ça aussi la vérité. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On n'est pas contre tout cela. Moi, j'ai dit qu'il faut rationaliser. Rationaliser, c'est-à-dire qu'il faut faire de telle sorte que la gestion soit une gestion au profit de l'État, au profit des populations. Cherchez tout ce qu'on demande. Et partant de cela, je disais que d'abord, qu'est-ce qui se passe? Il y a même des ateliers qu'on délocalise peut-être à Koudougou. Peut-être c'est 50 personnes qui doivent participer. Mais souvent, vous vous retrouvez sur les 50 personnes, il y a 40 personnes qui y sont. Les 10 personnes dorment à Ouaga et les 10 personnes seront payées. Moi, c'est des amis qui sont au niveau de l'administration publique, qui participent à des ateliers à Kaya, à Koudougou et qui me disent comment souvent les choses se passent. Il y a des gens même qui ont le don de l'ubiquité, qui peuvent se retrouver dans des ateliers à Koudougou et à Kaya au même moment. Mais vous n'êtes pas un génie, soyez sérieux, monsieur Vaha. Dans l'administration publique, je termine. Voilà pourquoi on parle de rationaliser. On n'a pas dit qu'on ne va pas délocaliser une activité. Il y a des activités qui, de par leur nature, nécessitent qu'on les délocalise. Mais on ne peut pas passer le temps
à inventer souvent des problèmes, à délocaliser souvent des activités, juste parce qu'on trouve que quand les gens vont quitter Ouaga pour aller à Kaya, pour aller à Koudougou, pour aller à Dédougou, ils gagnent plus. Alors que quand ils vont rester à Ouaga, ils ne vont pas percevoir cela. Souvent, les gens délocalisent pourquoi? Il faut qu'on soit honnête et objectif. Souvent, le problème de la délocalisation, ce n'est pas pour un meilleur rendement. Il y a des activités qu'on peut faire à Ouaga et puis avoir de bons rendements. Les gens estiment souvent que en partant à Koudougou ou bien à Kaya, ils auront des perdièmes. 2, il y aura de l'alcool à boire. 3, peut-être d'autres vont pouvoir rencontrer leurs maîtresses et puis de gauche. Mais écoutez, nous sommes des hommes. Quand les gens quittent encore le milieu dans lequel ils vivent, ils se disent être encore plus libres. Donc, dans le principe même, parce que quand on parle des rationalités, je dis dans le principe même, est-ce que ce n'est pas tant la rigueur dans la justification de la dépense plutôt que la mission même de la télé délocalisée. Parce que même quand on en arrive à se dire qu'on va faire des conseils de ministres délocalisés parce qu'on veut montrer l'appartenance du pouvoir central à toutes ces régions-là, c'est parce qu'on veut que ces personnes-là se sentent très proches. Et c'est ce que je suis en train de dire. Rationaliser, c'est mettre de la rigueur. Si on peut penser que cela peut se faire au plus haut niveau, il faut comprendre que même dans les ministères, l'agent qui est là-bas veut peut-être avoir un jour quand même sur certaines questions qui peut-être concernent même sa localité, un travail qui vienne s'y faire, qui voit le ministre et qu'on travaille concrètement et crânement sur les choses et qui lui disent directement les choses. Moi, je suis en train de dire, j'ai dit que nous ne sommes pas contre les délocalisations. On n'est pas contre. Non, on n'est pas contre. Moi, je n'ai pas dit de supprimer. J'ai dit de rationaliser. J'ai dit de rationaliser. Il y a des ateliers mais qui dans la rationalisation, là, il a envoyé des éléments comme ceux qui dorment à Ouaga. Voilà. Moi, par exemple, je suis allé à un atelier. Ce sont des réalités, je termine. Ce sont des réalités. En fait, vous ne voulez pas que... J'ai l'impression que M. Cabré ne veut pas que les gens voient les réalités du terrain. Alors que nous sommes tous des Burkinabés, nous savons ce qui se passe. Non, vos réalités... Non, ce sont des réalités. On peut citer des exemples. Oui, mais alors, moi, j'ai un ami qui était à Bobo. Et des gens ont tenu une activité, ils voulaient même les noms des gens pour inscrire sur la liste pour pouvoir les payer, pour pouvoir leur donner quelque chose et pouvoir faire leur compte rendu. Et on l'a appelé, lui il n'a même pas participé à l'activité, il était à la maison quand on l'a appelé, on lui a dit s'il peut venir mettre son nom sur la liste pour qu'on lui donne quelque chose et le reste, ce sont des deals. Nous savons comment le pays fonctionne depuis le temps de Blaise Compaoré en passant par Roch-Marc Christian Kaboré. Donc la rationalisation consiste à mettre de la rigueur dans la gestion du bien public au profit de tout le monde. Ça, on est tous d'accord. Mais le principe de la délocalisation n'est pas mauvais. Maintenant, il y a des activités qu'on pourrait délocaliser. Tout dépendrait de l'appréciation des supérieurs hiérarchiques, des ministres ou bien peut-être des DG. S'il y a des nécessités, des activités qui ne nécessitent même pas une délocalisation, on pourrait les faire à Ouaga. Mais actuellement, on a l'impression que la délocalisation est devenue un système systématique et même systémique. Toute activité qui doit se tenir à Ouaga, il faut délocaliser peut-être à Koudougou ou bien à Kaya pour permettre aux gens d'avoir quelque chose. Ça, ce sont des réalités dans l'administration publique et nous avons tous été des fonctionnaires et même si nous ne sommes pas des fonctionnaires aujourd'hui, nous savons comment les choses marchent parce que nous sommes assez informés. Et ça, ce sont des réalités. Et vous ne pouvez pas dire ici que ce ne sont pas des évidences. On va permettre à Cabré de réagir. Moi, je me dis que si je suis journaliste, on m'invite à un atelier, je suis à 2 ou à 3, c'est pas de ma faute. Et je prends les exemples. Je vais à un séminaire ou un atelier, quelle que soit l'appellation, à Kaya ou à Ziaré. Le per diem fait 30 000 francs, tout compris. L'hôtel me coûte 25 ou 30 000 francs. J'ai une voiture. Je me lève à 5 h du matin, je vais à Kaya ou à Ziaré. Je tiens l'atelier. Je reviens le soir, après 16 h, je suis à la maison, je surveille mes chefs, je surveille ma famille. Donc le fait de ne pas dormir au lieu de l'atelier là n'est pas en fait une vie d'ermite ou une vie de moine qu'on veut mener. Les gens ont des stratégies à l'intérieur. Ce qui est bon quand on parle de rationalisation, j'ai parlé de l'exemple du matériel, j'ai parlé de l'exemple des salles même qu'il faut mettre en activité. Vous regardez la salle de conférence de Koudougou, mais ce n'est pas la peine. Mais aussi, quand il y a les éléments, il faut voir au niveau de ces conférences-là qui se font avec le budget de l'État, il faut arriver à auditer ça pour voir si ceux qui sont partis, c'est réellement eux. Et ils sont allés, ils ont produit un travail intellectuel à la hauteur afin de pouvoir justement régler un certain nombre de choses. Sinon, de façon principielle, le fait de tenir un atelier du Burkina à l'intérieur du Burkina, que ce soit venu du pouvoir central à Ouagadougou, que d'un pouvoir régional à Gawa ou à Dori, je pense que le fait de délocaliser là, c'est de très bonnes choses. Il a même cité l'exemple du gouvernement, ou ailleurs même au Mali sous ATT ou sous Alpha Konaré. Mais les gens faisaient des conseils de ministres hors de Bamako. Donc, s'il y a des activités de ce genre-là, vous voyez déjà ce qu'il y a là-dedans. Et quand on justifie, on veut parler de quelque chose qui se tient, on peut même tenir un atelier à Ouaga, et puis quelqu'un est invité à 3 ateliers.
On en tient à l'hôtel qui est à la Zaka, il y a un autre à l'hôtel qui est à Ouara 2000, un autre à Silmandé, et puis il se trouve qu'il est central, il est dedans. Maintenant, c'est au DRH ou au DAF ou à je ne sais qui doit vérifier pour voir, à défaut de mettre un atelier après l'autre, si il y a 2 ateliers en même temps, on ne peut pas avoir une même personne qui va à ces 2 ateliers en même temps qui n'a pas le don de l'ubiquité. Ça, c'est dans des questions de rationalisation. On peut régler ces questions-là, mais il faut reconnaître aussi que la question des per diem là, ça a été discuté sous M. Blaise Compaoré avec les institutions de Bretton Woods, qui avaient voulu qu'on supprime. Puisqu'on a même dit que ceux qui vont à des formations, à des ateliers, on leur donne des connaissances, pourquoi on veut qu'on les paye? On leur a expliqué le bien fondé de tout cela, et ça a été justifié, argumenté. Même ceux qui étaient pour l'autobus budgétaire là, ont accepté le principe qu'on donne des per diem aux gens. Donc je pense que des droits acquis par moment, il faut veiller à ce que leur application soit beaucoup plus efficiente que de voir, parce qu'on est en situation de guerre. Non, la question de la situation de guerre, là, peut-être il y a une crise financière, mais elle n'est pas si aiguë que ça, pour qu'on dise aux gens, c'est comme un travail de CDR. D'accord. Non, je suis vraiment. Je vais intervenir. Qu'on puisse clore parce qu'il y a juste un dernier sujet que je veux qu'on aborde. Il y a 2 mots qu'il a prononcés avec lesquels je ne suis pas d'accord. Il parle d'abord des droits acquis. Il n'y a pas de droits acquis de façon définitive dans une société. Ça n'existe pas. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est vous qui le remettez en cause. Non. Tous les droits peuvent être remis en cause d'une manière ou d'une autre. Si c'est bien justifié. Le droit est contextuel. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que quand vous parlez de droits acquis, quand un pays, par exemple, est en guerre, c'est parce que vous vivez que vous avez des droits acquis. Mais on dira dans les cimetières, ceux qui vont en guerre, là, ne pas prendre des per diem. Cabré, permettez-moi de lancer. Sigiré, on ne peut pas faire d'un travailleur qui est logé à Ouagadougou pour un rendez-vous atelier qu'il y a, je ne sais moi, à 150 km de chez lui, dit qu'il n'y a pas de prise en charge, il ne sera pas ça. C'est des éléments qui sont prévus dans la grille même de l'administration. Moi, je ne suis pas contre les prises en charge. Je vais vous donner un exemple. L'année passée, moi, j'étais à la SNC. Pendant 7 jours, il y a eu des prises en charge. Mais quand moi-même, je suis revenu à Ouagadougou, j'ai trouvé que la prise en charge qu'on m'a donnée à la SNC, c'était beaucoup. C'était trop. Et s'ils avaient le choix à dire, j'allais dire de réduire les prises en charge. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Mais je ne suis pas contre les prises en charge. S'il a parlé de droits acquis, selon son entendement, et là je ne suis pas d'accord, c'est de croire que non, parce que les gens ont lutté, les gens ont eu peut-être, je ne sais pas combien, ou bien 40 000 francs par jour, selon qu'on soit de catégorie A ou bien de catégorie B, on ne touche pas à ça. Nous sommes en guerre et le contexte exige qu'on soit réaliste. S'il faut réduire des primes pour permettre de mieux gérer cet effort de guerre, là, c'est tout à fait normal. Comme nous avons dit, il y a les soldats qui meurent au front. Donc, parler de droit acquis, c'est là où je ne suis pas d'accord. On ne peut pas parler de droit définitivement acquis parce que le droit pour justifier l'injustifiable. Et il faut d'abord vivre. Non, c'est pas pour justifier l'injustifiable. Non. Toi, tu es allé à Bobo qui a pris des per diem. Il y a des pays dans lesquels on a coupé les salaires. Oui, mais on n'a pas dit de les couper. Mais quand on dit de per diem, que les per diem sont élevés, toi, tu peux prendre ton per diem. Tu peux prendre ton per diem. Tu remets à la SNC. Vous savez, à la maison, les gens ne vous entendent pas quand vous parlez. Oui, bien sûr. Donc, c'est mieux qu'on soit un peu plus organisé. Parce que ce que vous dites est intéressant, mais permettez qu'ils vous entendent. Donc l'un après l'autre, c'est plus intéressant. Pour moi, j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Il y a des dérives, mais les dérives sont liées à la question de mauvaise gestion et à la rigueur, la fermeté dans la justification. On ne peut pas permettre que certains qui ne soient pas en un lieu viennent prendre ce qui va avec la présence en ce lieu. Ça, c'est des éléments c'est des éléments qui peuvent être faits. Maintenant, on a comme l'impression que c'est la question de la délocalisation dans le discours même qui semble proscrit, pas proscrit, mais qui semble être un élément de comment dire cela, le bouc émissaire. Même un élément suspect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir des suspicions sur toute délocalisation. C'est un peu comme ça que la chose est pleine. Est-ce que c'est pas là où on se trompe? C'est ça la question de fond. C'est ce que je suis en train de dire. Je vais argumenter sur ça. La délocalisation elle-même pourrait poser problème. Parce qu'il y a, comme je dis, on ne peut pas passer le temps à délocaliser toutes les activités. Il faut qu'on soit sincère. Il y a des activités qu'on ne doit pas. Il y a un choix à faire. D'accord. Voilà pourquoi moi je dis ici, il faudrait que les gens soient plus responsables. Et les ministres, et les DG, et les DRH, il faut que les gens soient responsables. Moi je n'ai pas dit de supprimer les ateliers délocalisés. J'ai dit on ne peut pas passer le temps à délocaliser toutes les activités parce qu'il y a des activités qu'on peut faire à Ouaga. Maintenant, selon la vision de M. de Cabré, j'ai l'impression que non, toute activité, il faut délocaliser pour que les gens soient dans un contexte
pouvoir bien réfléchir, parce que non, quand on est à Ouaga, moi je suis à Ouaga. Vous prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes. Peut-être que je ne vous prête pas des intentions, mais je n'ai pas dit ça. On ne supprime pas, mais il y a des activités qui ne nécessitent pas qu'on les délocalise. Il appartient au supérieur hiérarchique, au DGP, au ministre, et de voir quelle activité on peut délocaliser et quelle activité on ne va pas délocaliser. D'accord. Il sert à rien de délocaliser l'activité qui peut se tenir à Ouaga de façon efficace. Il n'est pas habilité pour dire que telle activité ne peut pas se tenir à Ouaga. Il n'est pas habilité pour dire qu'on systématise la délocalisation. Moi, je suis journaliste. Chaque fois que j'arrive à la radio nationale, je vois sur le tableau, il y a un atelier au niveau de la Zaka, le grand hôtel qui est là-bas, il y a un atelier à Ouaga 2000, il y a un atelier à ci, à ça. Il y a des ateliers qui restent toujours à Ouagadougou, qui restent toujours à Bobo, sans que ça ne soit délocalisé. Donc, quand les organisateurs, avec le budget qui leur est alloué, parfois même c'est des budgets qui ne sont pas des budgets de l'État, quand ils décident d'aller hors de Ouaga, et il y a certains ateliers même qui vont faire la restitution avec les populations en question. Donc si l'atelier doit se tenir hors de Ouaga, elle se tiendra hors de Ouaga ou de Bobo. Maintenant, voir dans quelle mesure cet atelier peut se tenir avec des résultats probants qui sont issus de cette réflexion de l'atelier. Et quand on parle de droit acquis, il faut qu'on dise quelque chose. Tout le monde part avec des per diem. Tout le monde part avec des per diem. Même à l'effort de guerre, tout le monde va avec des per diem. Donc, la question de prendre de l'argent, sous la Révolution même, j'ai été dans le comité Bamata où j'étais le vice-président de la commission hébergement. Mais c'était des per diem de 2500 qu'on nous a servi pendant les 10 jours du comité anti-apartheid. Mais par la suite, ça a évolué à 5000 pour aller autour de 15 000. Et moi, je suis dans un office qui a un taux. Il y a des structures qui ont leur taux. Mais si vous allez, on doit tenir ça à Ouaga. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre. Il y en a qui sont allés à la SNC et qui ont pris l'équivalent de leur salaire. Mais ce sont des quotas qu'on donne par rapport à l'hébergement et à la restauration. C'est des normes. Donc quand on les prend, si quelqu'un trouve que pour lui c'est trop, ben, il pouvait faire l'aumône ou il pouvait ne pas signer. D'accord, on a compris. Il y avait un troisième sujet que je voulais aborder, mais le temps qui nous est imparti, en train d'aller vraiment allègrement à sa fin, parce qu'après je dois parler sport, mais je vais vous permettre de réagir très rapidement là-dessus, parce qu'on a ce décret là aussi qui est tombé, je pense qu'il a été signé le 14 de cette semaine-là, 14 mars. C'est le décret portant conditions et modalités de dénonciation des faits de corruption et infractions assimilées de mauvaises pratiques dans les administrations publiques, ainsi que les récompenses afférentes. Et quand on voit, c'est ceux qui peuvent évidemment dénoncer, c'est bien d'abord ceux qui sont victimes ou témoins de ces faits-là. Et ils peuvent se référer évidemment aux instances qu'on connaît, habituelles, ou bien il y a la question du supérieur hiérarchique de l'agent public fautif et une copie de la dénonciation des faits de corruption et infractions assimilées ou des mauvaises pratiques dans l'administration est déposée au cabinet du président du FASO par tout moyen. Donc c'est des éléments qui sont donnés, ça c'est l'article 5. Et évidemment, il faut dénoncer évidemment avec la bonne foi. Si d'aventure vous vous amusez à calomnier, c'est pas exclu que vous-même vous soyez poursuivi. Et il y a la question aussi des récompenses qui est bien qui est bien écrit noir sur blanc dans ce décret-là. Qu'est-ce que vous pensez de façon générale? Ça peut aider à changer un peu les choses, même dans notre administration. Cabré, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis là avec la casquette politique. D'accord. Je crains que des actions de ce genre-là ne conduisent à d'autres situations malheureuses. Et pour moi, on a d'autres moyens pour éviter que l'usager ou le collègue de service ne soit le dénonciateur. On a le système où on peut réorganiser l'administration de telle sorte que celui qui vient pour son acte-là, on n'a pas besoin de tourner. Par exemple, allons à la justice. On vous dit, vous déposez vos dossiers de 7h30 ou 8h jusqu'à 10h. Pourquoi cela? Est-ce qu'on manque quelqu'un qu'on peut recruter pour que celui qui va faire de 7h à 10h, quand il descend, ou bien il est en train de traiter les dossiers, un autre soit là de 10h à 12h ou à 15h, ainsi de suite. Mais si vous vous arrêtez à un moment donné, et l'intéressé, on lui dit, pour ton passeport, là, si tu ne viens pas demain, tu ne peux pas avoir le visa. Il fait comment? Il est obligé de prendre la courte échelle. Il faut trouver plutôt des moyens pour amener l'administration à travailler de façon normale et consensuelle, sans que ça ne soit des éléments de rationalisation de l'espace et du temps. Donc tout ça, si c'est enlevé, ça tombe bien. En tout cas, le fait de prendre cette décision, on peut savoir a priori où sont les choses, où ça va mal, et on peut voir la chose. Je ne souhaite pas être
dans un cas pareil, pas que moi je vais à la radio, je suis en train de faire mes valises, à la radio il n'y a pas de cas de corruption comme ça, mais je ne souhaite pas être moi en train de dire, je suis allé à tel endroit à l'hôpital par exemple, on a demandé de donner tant de francs avant de prendre mon malade. Parce que justement, là aussi, il y a eu une bagarre il y a 2 ou 3 ans et ils avaient demandé, ceux de l'hôpital, qu'on mette des caméras. Ils se sont rendus compte qu'il y a des malades qui viennent, qui sont là pendant 3 heures, on ne prend pas en charge. Donc les caméras vont dénoncer en même temps leur tard. Ils ont refusé. Voilà par exemple un moyen qui permet justement de résoudre les problèmes. Au lieu de laisser la peau dire oui, on joue au dénonciateur, on joue aussi, on fait. Bon, c'est bon, mais moi je pense qu'avant d'arriver à ce stade-là, il faut trouver plutôt des mécanismes pour éviter que les gens ne soient dans cette posture-là de réclamer quelque chose ou bien d'être amenés à faire un travail en dehors des heures normales de travail. En tout cas, il est écrit que les mauvaises pratiques, ça c'est l'article 5, s'entendent de tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte aux règles déontologiques commises par un agent public à l'occasion, en raison ou dans l'exercice de ses fonctions. La dénonciation est faite par écrit et doit indiquer les faits, les témoins éventuels, les dates et lieux, ainsi que tout autre élément pertinent. Oui, M. Vaha, là je suis d'accord avec M. Cabrin. J'avoue que ce n'est pas simple. Il faut d'abord travailler à ce que l'administration publique soit vraiment efficace, sinon même très efficace. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'administration publique elle-même dans son fonctionnement pose problème. Et les faits sont patents. Moi, je suis allé un jour dans une mairie pour légaliser mon papier. Je suis arrivé à 10h, on m'a dit qu'après 10h, on ne légalise pas. Et je leur ai demandé, j'ai dit, mais après 10h, vous faites quoi? La dame était en colère. J'ai dit, mais non, je demande, après 10h, vous faites quoi? Après, vous ne légalissez pas après 10 heures. Après 10 heures, vous faites quoi? Donc, il y a beaucoup de services comme ça qui arrivent. On dit que non, après 10 heures, on a arrêté. Ou bien à 11 heures, on arrête. Bon, vous êtes là, vous tournez. Donc, il faut travailler d'abord à ce que l'administration publique elle-même soit vraiment efficace. Notre administration publique n'est pas efficace. À plusieurs niveaux, quand vous partez, ça pose vraiment problème. Vous arrivez souvent, vous trouvez un agent, il n'est même pas là, il est en train de fermer, il vous dit qu'il va fermer. Et quand vous parlez, souvent, les gens se mettent en colère, facilement. Alors qu'aller dans les privés, vous êtes M. Vaha, comment vous travaillez ici dans les privés? C'est pratiquement tout le moment. Moi qui suis là, je travaille pour moi-même, je n'ai pratiquement pas de repos. Bref, on ne va pas demander à l'administration publique de fonctionner comme ça, mais il faut reconnaître qu'il y a un minimum quand même qu'il faut faire pour assurer les services publics. Maintenant, pour revenir maintenant à ce décret, c'est bien dans la forme, mais comme dit M. Cabré, comment ça va fonctionner? C'est ça le problème. J'ai peur que ça ne tourne très vite à des règlements de compte. Parce que les Burkinabés, souvent, on a développé une certaine haine les uns contre les autres que facilement on peut dénoncer quelqu'un parce que, bon, voilà, on n'aime pas sa tête, ou bien peut-être parce que, voilà. Et peut-être aussi, est-ce que ça ne va pas pousser même peut-être certains subalternes à s'en prendre à leur supérieur? Parce qu'on sait que moi, j'ai fait l'administration publique, je sais souvent comment ça fonctionne. Il y a des gens qui sont derrière, qui sont aigris, qui pensent que c'est le supérieur qui le bloque. Ça, vraiment, dans l'application, je me demande comment ce décret-là pourrait vraiment être appliqué de façon efficace sans que ça ne crée encore un problème. J'aurais vraiment voulu qu'on travaille réellement à moraliser l'administration publique afin de telle sorte qu'on ait une administration publique d'abord plus efficiente. Sinon, un tel décret, j'avoue que dans la forme, c'est bien, surtout qu'on parle de récompenses, surtout quand là où il y a des récompenses là-même. Est-ce que les récompenses même ne vont même pas pousser les gens? Parce que nous sommes dans une société, voilà, c'est ça, avec des chercheurs de primes. Nous sommes dans une société assez corrompue où il y a des jeunes souvent qui ne veulent pas travailler, qui veulent profiter de tout ce qui est avantage, comme on a parlé d'entrepreneuriat politique au Burkina Faso ici. Est-ce qu'on ne va pas encore parler d'entrepreneuriat, de dénonciation, ou bien des fonctionnaires vont passer leur temps à croire qu'on peut dénoncer quelqu'un pour avoir de l'argent? Donc vraiment, quand j'ai lu le décret, j'ai dit dans la forme c'est bon, mais franchement, je crois que dans l'application, ce décret-là va rencontrer d'énormes difficultés, vu même le niveau de conscience des Burkinabés. Je crois que ce sera très difficile. Là-dessus, au moins sur le plateau, vous avez le même avis. Oui, effectivement. D'accord. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour ces échanges. Mamadou Cabré, du Puy de la Nadia, bonsoir. Je dis merci, voilà, d'avoir été avec nous et puis bonne soirée, on dira comme ça. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous. Merci beaucoup, M. Vaha, merci. Voilà, Adama Amadé Sigiré, du RISA et aussi écrivain. On va nous clore ce JDS avec la dernière des rubriques et c'est celle sport. Et nous allons aller à un point de presse, celui de Brahma Traoré, le nouveau coach des Étalons A. Il a, en tout cas samedi, il a donné sa liste des 25 étalons. Et dans cette liste-là, on a des cadres qui manquent à l'appel. Il y a Bertrand Traoré, Hervé Kofi, il y a aussi Issoufou Dayo. En tout cas, les raisons ont été avancées par le coach. Il veut tester certains joueurs. On revient sur ce point de presse avant des échanges sur ce plateau.
Kylian Nikiema, Sébastien Tou, Zégué Traoré. Et voici la liste du commando chargé d'entamer les Brahma Traoré à la tête du staff technique des étalons du Burkina Faso. Officiellement intronisé le 11 mars dernier, l'ancien sélectionneur de locaux a livré ce samedi sa première liste de joueurs convoqués pour le stage de la fenêtre FIFA du mois de mars. Un stage qui devrait déboucher sur 2 matchs, le premier le 22 face à la Libye et le second le 26 mars face au Niger. 25 joueurs dont Edmond Tapsoba, Nasser Djiga, Steve Yago, Blati Touré et Dango Ouattara pour ceux qui étaient à la dernière CAN. Il faut le préciser, 11 des joueurs de l'expédition ivoirienne ont cette fois été mis de côté. Parmi eux, on compte Bertrand Traoré, Issoufou Dayo et Hervé Kofi, les 3 capitaines de l'équipe. Une non-sélection que le coach a voulu expliquer avant de rentrer dans le pourquoi de la présence de certains nouveaux. Voilà, je n'ai écarté personne comme je l'ai dit. Voilà, je pense qu'il faut donner l'information vraie pour éclairer l'opinion. Parce que s'il y a la confusion dans la communication, je pense que ce n'est pas intéressant. Peut-être il y a des moments où, comme on le dit, il y a la confusion stratégique par rapport à l'information fine. Mais ce n'était pas le cas. Ainsi, cette liste enregistre la présence de néophytes en ce qui concerne la sélection A. Régis Ndo, d'Estrella Amadoura, Kader Ouattara du Cercle de Bruges en Belgique, Mohamed Ouedraogo d'Altache en Autriche notamment. À côté, il y a la présence de joueurs du championnat national, Mohamed Zégué Traoré, Clément Pitroapa et Salif Titita. 3 joueurs du Faso Foot, ce qui n'était plus arrivé depuis fort longtemps, d'autant plus interpellateur que le championnat est aux arrêts. Argument certes valable, mais insuffisant pour le sélectionneur national. C'est vrai que le championnat est arrêté, mais vous convenez avec moi que nous avons des joueurs talentueux dans notre championnat. Et dernièrement, Titita était en Autriche pour un test. Et je pense que le test s'est avéré concluant. Donc ça voudrait dire qu'on a de très bons joueurs dans notre championnat. C'est mieux de les appeler tout de suite, de voir de quoi ils sont capables en équipe nationale. Et vous êtes d'accord avec moi que Clément est un joueur hors du commun dans notre championnat. Pour revenir à la liste, on ne saurait occulter le retour de garçons comme Razak Yoda, Ouseni Bouda et Franck Lassina Traoré, absents des dernières listes du Beurre Velut. Un premier stage qui devrait permettre à Brahma Traoré d'instaurer les bases de son plan de travail. Nommé pour effectuer un travail de longue haleine, chercheur ne veut rien faire dans la précipitation concernant certaines questions, dont celle du capitanat. Et pour le choix du capitaine, voilà, je veux vraiment un capitaine très discipliné, très conscient, c'est-à-dire je veux un capitaine en tout cas qui représente le coach sur le terrain. Voilà, un capitaine qui est à l'écoute des autres. Voilà, je ne dis pas que ce n'était pas le cas, mais bon, ce n'est pas à travers ces 2 matchs-là que je vais désigner le capitaine. Comme je l'ai dit, bon, personne n'est écarté. Donc pourquoi se poser des questions sur le capitanat? Pourquoi? Lors de sa présentation officielle, Brahma Traoré avait été on ne peut plus clair sur l'ambiance qu'il veut instaurer dans le groupe. Des intentions réitérées lors de la communication de la liste. Il veut un groupe sain doté d'un mental de guerrier. Outre la liste des joueurs, Brahma Traoré a également communiqué sur la composition de son staff. Ainsi, Issa Balboné et Pierre Bazier occuperont les fonctions de premier et deuxième adjoint. Mohamed Kabore d'IGB sera quant à lui entraîneur des gardiens et la préparation physique pour Hugo Wilfried Da. Claude Romba, bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Merci d'être avec nous. D'être là. Voilà, c'est un plaisir partagé de vous avoir. On a Brahma Traoré, dont on a suivi tout à l'heure le premier point de presse qu'il anime pour dire qui il a retenu comme joueur, notamment pour les matchs que nous avons. Et il y a la liste des 25. Pour beaucoup, il y a eu une surprise. La surprise de voir quand même le capitaine et les vice-capitaines, ça fait 3 grands joueurs écartés. Donc du coup, pour beaucoup, il y a quand même des questions à se poser. Et il y a des éléments de réponse qu'il donne dans son point de presse. Vous êtes convaincu? Non, pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas faire de faux fuyants. À un moment donné, quand on veut gérer une situation, il faut la gérer de façon, donc je dirais de façon franche et normale. Les gens ont besoin d'avoir la vérité.
Voilà, on sait qu'on a vu la conférence de presse sur la relecture, ou en tout cas la conférence de presse qui a annoncé évidemment donc la venue de Brahma Traoré. On a vu tout ce qui a concouru derrière, c'est-à-dire la question donc de discipline et tout. Donc rapidement, les gens ont fait un lien entre ce qui s'est passé à la CAN et évidemment donc la décision de Brahma Traoré. Je ne sais même pas si c'est la décision de Brahma Traoré parce que selon les textes de la FIFA également aussi, il faut un temps pour faire les convocations. Or, Brahma Traoré a été donc sélectionné il n'y a pas longtemps. Donc, si on va regarder ce timing-là, je ne sais pas à quelle magie il a pu pouvoir concevoir donc cette liste des étalons. Une chose est sûre, c'est qu'il y a forcément un lien avec ce qui s'est passé à la CAN. À la CAN, que ce soit le président de la fédération ou en tout cas au ministère des Sports, tout ça, on a parlé d'indiscipline. L'indiscipline est venue d'où on fait référence à cette question de prime également qu'il y aurait eu. Cette revendication des primes qu'il y aurait eu au niveau donc des étalons. Mais de quoi s'agit-il exactement? Il faut aussi situer les responsabilités. Il faut aussi dire qu'au niveau des primes, au niveau des étalons, c'est vrai que les primes avaient été arrêtées de commun accord avec le ministère des Sports et des Loisirs pour satisfaire les étalons, mais il y a ce qu'on appelle la pratique. De tout le temps dans les pratiques, quand les étalons franchissent donc le premier tour, on laisse des primes de victoire. On essaie des primes de victoire. Donc c'est devenu comme une sorte d'habitude. Voilà, c'est-à-dire qu'on se rappelle, en 2013, quand les étalons ont franchi donc, le premier tour, ils ont été servis en prime de victoire. En 2017, ils ont été servis en prime de victoire. En 2021, ils ont été servis en prime de victoire. Et donc, quand ils sont arrivés donc, à la Côte d'Ivoire, on commandait un match contre la Côte d'Ivoire, ils ont gagné le premier match. N'oubliez pas cela. Ils ont gagné le premier match. Quand le régisseur est venu pour payer le premier match, ils ont dit non. Il faut attendre qu'on finisse le premier tour. Donc quand on a fini le premier tour, conséquence, les étalons ont gagné un match, ils ont fait un nul et une défaite. Et comme d'habitude, c'est les primes de victoire qu'on sait. C'est-à-dire que quand vous franchissez le premier tour, il n'y a pas de primes de qualification, mais c'est les primes de victoire qu'on vous sait. C'est-à-dire qu'on considère que vous avez gagné tous vos 3 matchs et on vous donne les primes de victoire. Ça n'a pas commencé donc, en Côte d'Ivoire. Donc quand c'est arrivé, les joueurs ont dit, d'habitude, on nous sait, quand on franchit le premier tour, on nous sait des primes de victoire. C'est devenu comme un code, même si elle n'est pas écrite. Et les joueurs n'ont pas été suivis. On a estimé que les joueurs ont revendiqué. C'était pas une revendication, c'était une doléance. Comme d'habitude. Que ça ne soit comme d'habitude. Pour eux, ça doit être comme d'habitude. On est prévenu. Et donc, on ne les a pas suivis dans ce sens-là. Après, on a dit de payer. On a dit de payer la prime, parce que ça se fait d'habitude, de payer la prime de victoire aux étalons. D'où vient ce problème de discipline? Si vous avez quelque chose d'ordinaire qui se fait et que vous demandez ça, est-ce que c'est une indiscipline? Non, je ne pense pas. Ensuite, les joueurs ont posé un problème. Nous avons un joueur qui est blessé, qui est donc Guira, qui est blessé très gravement, qui doit se rendre du côté donc de son club pour une meilleure prise en charge. Demandez à ce qu'on puisse rendre visite à Dayo, parce que évidemment il est venu pour jouer pour son pays. Est-ce que c'est un cas d'indiscipline? Après, on demande à ce qu'on rencontre les joueurs. Les joueurs ont dit, mais si vous n'êtes pas là pour des questions, des questions de primes qui nous intéressent au plus haut niveau, et vous n'êtes pas là pour pouvoir voir un joueur qui est venu en sélection pour se blesser, qui est blessé, de toutes les façons, ils n'ont même pas refusé de recevoir quelqu'un. Ils ont dit, nous sommes dans notre bulle. Nous sommes dans la préparation du match contre le Mali. Donc, donc permettez-nous de nous préparer, de nous préparer convenablement dans ce match, et après on pourrait se voir. Mais justement, voilà. Claude, vous parlez de sincérité. Vous parlez de sincérité dans le propos, mais quand on écoute le sélectionneur, le coach dit clairement, je n'ai sanctionné personne. Il dit, je n'ai sanctionné personne. Ça veut dire que les décisions ne sont pas à arrimer à un comportement ou à quoi que ce soit. Mais là aussi, il a oublié de s'expliquer, parce que c'est 3 capitaines, c'est-à-dire un capitaine et les vices, que vous ne faites pas venir. Dans ce cas de figure, il y a un capitanat qui est flottant. Tout à fait. Et là, c'est difficile à expliquer. Alors que le problème du capitanat s'est posé. On sait qu'à un moment donné, il y a eu des discussions, il y a eu des frictions sur les questions du capitanat, qui va être capitaine à un moment donné. Donc, il ne faut pas qu'on revienne
à pouvoir créer la division au sein des étalons. Voilà pourquoi je dis le sélectionneur, donc Brahma Traoré, est mal parti. Parce qu'il est venu trancher dans le vif sur une situation qui ne lui incombe pas. Il y a une situation qui s'est passée, donc que ce soit la CAN 2012 et 2013 ou la CAN 2023 ou la CAN 2020 au Cameroun et tout, ça ne lui incombe pas, il n'était pas là. Il fallait juste observer et puis prendre la décision en fonction du règlement intérieur ou en tout cas des discussions qu'il aurait eu avec le groupe. Si. Ça aurait pu avoir donc la faveur des gens. On se rappelle. Quand vous vous rappelez de comment Hubert Velud est venu dans le même contexte. On a dit qu'il y avait des joueurs qui étaient indisciplinés et tout ça, qu'il y a eu des bagarres au niveau donc de la sélection. Hubert Velud est venu, il a rencontré les joueurs et il a dit, je me rappelle très bien, il a dit que lui, il n'a pas vu de cas d'indiscipline, que les joueurs que lui il a vus, ce sont les joueurs les plus disciplinés qu'il connaisse. Donc il s'est fait sa propre religion. Avant donc de pouvoir, du bon pied, hein, il allait du bon pied. Oui, mais à un moment donné, il a réglé le passif. Ça veut dire que si au temps de Kamou Malo, il y avait une question d'indiscipline, il a su rassurer tout le monde et il est reparti sur le capitanat. Il a tranché sur la question du capitanat et on a évolué. Je pense qu'il appartient. Il ne faut pas aussi jeter donc le sélectionneur national parce qu'on a dit qu'on veut du national. Il ne faut pas aussi. Il faut l'accompagner à réussir sa mission. Il ne faut pas aussi aller avec des situations qui lui permettent évidemment d'être dans une situation très compliquée. Quand vous regardez, on a l'impression que le sélectionneur fait une bagarre par procuration. Si tant est que effectivement ce qu'on dit dans les couloirs, que c'est parce qu'il y a eu des revendications de primes ou qu'on ait refusé de rencontrer le président de la fédération, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit donc dans la presse, que les joueurs ont refusé de rencontrer le président de la fédération, mais il appartient au président de la fédération de prendre les décisions, soit convoquer ces joueurs au niveau du conseil de discipline de la fédération pour les entendre, ou soit de les sanctionner de façon normale, dire que tel joueur et tel joueur ont posé des actes d'indiscipline et sont suspendus de l'équipe nationale. En ce moment, ça laisse le libre champ donc au sélectionneur de faire ce qu'il a à faire. Mais que le sélectionneur vienne nous dire aujourd'hui qu'il a été libre de faire ses choix, alors que lui-même, il a été choisi il n'y a que quelques jours. Or, les convocations sont parties bien avant. On se demande par quelle magie il a pu faire cette convocation-là. D'accord. Donc à un moment donné, il y a comme une bagarre de procuration qu'on fait. Il y a un autre élément aussi, c'est que on voit qu'il y a des joueurs locaux. On sait notre championnat avec tous ces problèmes. Depuis, on est dans une suspension qui ne dit pas son nom parce qu'il est boycotté par les clubs. Mais là, il y a ces locaux-là qui sont appelés. Ne vont-ils pas manquer de forme? Ou bien pour vous, c'est tenté puisque lui-même le dit, ce n'est qu'un... Je reprends ces mots, je ne veux pas les trahir. Il dit, je pense qu'il faut amener d'autres pour renforcer le potentiel ou pour augmenter le potentiel de l'équipe. Et il y a une partie où on parle du fait que ce ne soit qu'un match amical, donc il faut accepter que des choix soient faits. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a plus de matchs amicaux. Au niveau international, il n'y a plus de matchs amicaux. Les matchs amicaux n'existent que de nom. C'est des fenêtres FIFA. Je répète sa phrase parce que je ne voulais pas la trahir. Vous savez également, en ces deux matchs, vous savez également que ces deux matchs ne sont que des matchs amicaux. Et à un moment donné, je pense que vous, journalistes, étiez aussi pour qu'on essaie de voir d'autres joueurs. Mais là, il se trompe. Il n'y a plus de matchs amicaux au niveau international. C'est pas un match amical aujourd'hui, quand tu regardes dans le contexte, un match amical comme par le passé ne vaut que par les matchs de préparation. Par exemple, vous êtes qualifié pour la CAN, ce n'est pas des dates FIFA, vous faites des matchs amicaux, ça d'accord. Mais ici, c'est des fenêtres FIFA. Et ça compte dans les classements. Et ça compte dans le classement, dans l'indice de la FIFA. Donc, il n'y a plus de matchs amicaux. Tous les matchs, maintenant, quand il y a la compétition, l'indice évolue. Ça veut dire qu'il n'y a plus de matchs amicaux. C'est des matchs qui sont comptés. Et quand vous regardez aujourd'hui, nous allons tout à l'heure, donc il y aura dans quelques semaines, il y aura le tirage au sort donc des éliminatoires de la CAN qui arrive. Il faut tenir compte de l'indice FIFA. Donc c'est dire qu'il n'y a plus de matchs amicaux. Il faut donc jouer tous les matchs à fond. Regardez même au niveau des Européens, est-ce qu'on fait beaucoup tourner? Voilà, c'est-à-dire qu'en équipe nationale, on doit mériter sa place. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas vendre l'expertise nationale.
nous tous, nous avons crié qu'il faut au moins regarder au niveau donc, du championnat national. Mais aujourd'hui, le championnat national ne se joue pas. Vous prenez des joueurs qui ne sont pas en compétition. Ils sont très bons. On connaît les qualités. Personne ne dénie les qualités. Ils auraient pu à un moment donné être dans l'équipe nationale. Mais est-ce que c'est le bon moment de les sélectionner au moment où ils n'ont pas de compétition? Ils vont manquer de rythme. Vous les mettez dans un match, ils manquent de rythme, on dira que non. On vous a dit qu'au niveau du championnat national, les joueurs-là ne peuvent pas jouer en équipe nationale. Il faut les emmener au bon moment où ils sont en compétition, où ils sont capables de rivaliser, ils sont capables d'aller gagner les places parce qu'on sait qu'ils ont du talent. Mais là, ils ne sont pas en compétition. C'est ça, c'est le côté sportif de la situation. Il ne faut pas prendre le cru national parce qu'il faut prendre. Il faut prendre parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont compétitifs. Aujourd'hui, ils ne sont pas compétitifs. Vous les envoyez là-bas. S'ils n'arrivent pas, s'ils sont pris de vivacité ou de fraîcheur physique, qu'est-ce qu'on dira? On dirait qu'ils ne sont pas bons. Alors que ce n'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. Ils ne vont pas à valeur égale. Voilà pourquoi je dis que c'est un mauvais casting. Voilà pourquoi je dis que le sélectionneur, il part donc d'une situation qui est difficile. Nous tous, on est tous d'accord qu'on regarde dans le championnat national. Mais aujourd'hui, il y a un fait. Le championnat national, il a arrêté. Donc il faut tenir compte de ça. Des gens qui ne sont pas en compétition. Vous les emmenez. S'ils n'ont pas le réflexe, s'ils n'ont pas le rythme, on dira que oui, ils n'ont pas le niveau. Or, ce n'est pas une question de niveau. C'est parce que le moment n'est pas opportun. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut être clair. Parce que le temps aussi qui nous est imparti en train d'aller à son terme, il y a aussi un autre point que je voulais qu'on aborde, la question même du staff, parce que quand on l'a vu, il est essentiellement composé de locaux. Là aussi, il y a un problème. Nous avons tous applaudi qu'il y ait des locaux, mais les locaux doivent être accompagnés. Pour moi, j'étais pour un staff mixte. Quand vous regardez dans la composition, il y a des gens qui n'ont même pas encore fini leur formation. Or, vous avez affaire à des joueurs qui jouent dans le plus haut niveau. Non, des joueurs qui jouent dans le plus haut niveau. Ils sont dans les championnats UP qui jouent dans le plus haut niveau. Donc, ils ont besoin d'une prise en charge optimum. On aurait pu faire donc, un mélange mixte. Pourquoi pas? Pour que ceux qui n'ont pas encore le niveau, qui sont encore en train d'apprendre, puissent donc venir de façon pratique, apprendre auprès donc de ceux qui ont donc le bagage nécessaire, même s'ils sont des expatriés, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient burkinabés ou pas, mais qu'ils aient donc l'expertise nécessaire pour pouvoir prendre en charge. Regardez dans les autres équipes, c'est des compositions mixtes. Regardez dans d'autres nations, c'est des compositions mixtes. Donc on a dans nos staffs certains qui n'ont pas terminé. On a fait un staff, on ne décrète pas un staff totalement national. Il faut aussi tenir compte de la qualité, de l'expertise, parce que aujourd'hui ce n'est pas le staff. Le staff doit pouvoir donner quelque chose qui répond à l'attente des joueurs qui sont dans un niveau plus élevé. C'est ça la vérité. Nous tous, on se bat pour l'expertise nationale, mais quand il n'y en a pas, l'expertise nationale ne doit pas se décréter. Quand on a l'expertise nationale, on a vu même au Cameroun où des gens ont dit qu'on a mis Song pour faire valoir, mais on a mis Minier derrière. Pour créer un peu cette situation, pour pouvoir donc amener les gens vers le haut et donc avoir donc une situation optimum, parce que in fine, il faut que le résultat soit bon. L'expertise nationale, je l'ai dit, doit être accompagnée, mais là, on voit que c'est un piège qu'on a tendu à l'expertise nationale pour que si on échoue, on dit que on vous a dit que l'expertise nationale ne pouvait pas. Alors que non, c'est pas vrai. Regardez, on va prendre des joueurs qui ne sont pas en compétition, le championnat est arrêté, on les prend. Vous avez parlé donc du capitanat, où c'est les 3 capitaines qu'on enlève. C'est une situation de préoccupation, mais regardez qui on enlève. Vous avez un Bertrand Traoré, regardez à la CAN. Bertrand Traoré, quand il y a pénalty, regardez comment ça se passe. C'est des joueurs qui viennent prendre le ballon, venir poser pour le capitaine. Ça veut dire qu'il est intégré, ça veut dire qu'il est respecté. Ça veut dire qu'il a un poids. Les gens le considèrent comme le leader technique de l'équipe. En termes de performance, quand Bertrand Traoré n'était pas titulaire à Aston Villa, il venait à l'équipe nationale et il donnait donc des balles décisives. On ne le prend pas. Vous prenez Hervé Kofi qui est performant. Il faut que l'équipe nationale, c'est la performance du moment. Ensuite, je voulais parler de quelque chose, vous avez parlé de discipline très rapidement. C'est pas qu'on va terminer très rapidement. Donc, la question d'indiscipline, vous disiez. La question d'indiscipline, tout à fait. Donc, on a vu Aristide Bansé qui avait donc laissé un pavé dans la mare en disant qu'il y avait un système de raquettes
autour donc des joueurs de l'équipe nationale et des encadreurs. Et qu'il faut mettre fin à ça. Parce qu'il faut mettre fin à ce système de racket des joueurs et des encadreurs de l'équipe nationale pour pouvoir éviter. Il faut s'attaquer aux causes au lieu d'attaquer aux conséquences. Il faut pouvoir donc mettre fin à ça parce que ça crée un système de conflit d'intérêts et ça met des gens mal à l'aise et ça fait qu'on a une situation de haute de laquelle je vais me mettre un peu. Et donc, on est dans une situation où il faut... Moi, franchement, j'ai lancé un appel aux autorités de pouvoir donc regarder, d'enquêter sur cette question des raquettes qui minent le football burkinabé. Et cette question de division, on a vu au niveau des clubs aujourd'hui, qui arrive au niveau donc de l'équipe nationale. Et c'est dommage. Voilà. C'est dommage. Et c'est vraiment dommage. On va regarder les choix qui ont été faits par le coach. Maintenant, regardez aussi ce que cela va produire. Et puis sûrement, on va se retrouver ici encore une fois pour analyser. Il faut rappeler aussi que Bertrand Traoré est le meilleur buteur en activité des étalons. Hervé Kofi est donc il représente près de 40 à 50% des étalons donc, lors des matchs. Et vous avez Issoufou Dayo aussi qui est... Donc, il faut faire attention. Il faut prendre les joueurs performants. On regarde les choix et on fera aussi l'analyse après ces matchs-là d'ailleurs. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce JDS. Journal dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se retrouve donc dimanche prochain. On vous souhaite bonne suite de programme déjà. Et d'ici dimanche prochain, ce qu'on espère, portons-nous bien.